Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur la permaculture et le compagnonnage. Cette fois-ci, c'est une version 2. C'est la semaine dernière, on a fait un webinaire en compagnonnage et plus végétaux. Et cette semaine, on va attaquer sur compagnonnage au potager avec champignons et insectes. Et c'est pour ça, en fait, que eh bien, il y a Geoffroy parmi nous, et pas que, il est venu accompagner aujourd'hui. Donc, bonjour Mhm. Geoffroy, je Oui, te laisse bonjour. boire ton café. Ouais, ça va, hein? Ça va être sportif. Mais oui, je suis venu accompagner du petit Morpheus. Est-ce que Mhm. tu peux bien te présenter un petit peu Oui, pour ce certainement. Ben, je ce m'appelle webinaire? Geoffroy Renaud. J'ai fondé Champignons Maison en 2012. En fait, mon Champignon Maison, c'est un semencier de champignons là, qui est, on dit, enraciné à Montréal. Puis dans le fond, on fait, ben, c'est ça, on fournit là, des cultures des cultures isolées là, de champignons comestibles, champignons médicinaux. Puis on essaie aussi d'utiliser comme un cheval de Troie pour faire l'éducation à la revalorisation des matières résiduelles par les champignons, puis leur intégration dans un écosystème équilibré. Voilà, sommairement. Ça y est, on sait tout. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints. Je voulais en profiter avant de rentrer dans le cœur du sujet pour remercier celles et ceux qui ont contribué, qui ont joué le jeu de cette idée de participation et de tarifs équitables. La permaculture est toujours en train de jouer avec ça et avec Geoffroy, on se posait un peu la question de comment on fait à la fois pour nous pouvoir vivre de notre activité et entre autres le fait de faire ce genre de webinaire et en même temps comment le rendre accessible à tous. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse que certains d'entre vous aient pu participer. Euh, En fait, on va y aller parce que c'est 1 heure et quart, ça va super vite. Et donc n'hésitez pas hein, à laisser des commentaires pour nous parler. Il va y avoir une partie questions-réponses, mais en tout cas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, en fait, le plan de session aujourd'hui, en fait, on va faire un peu comme la semaine dernière pour ceux qui ont suivi la première session. On va faire un peu une définition rapide des termes, un petit peu d'histoire. On va ancrer l'histoire des champignons et l'histoire des insectes dans leur histoire sur cette planète et avec l'être humain. Ensuite, nous allons voir comment fonctionnent ces associations de cultures-là, c'est-à-dire les champignons et les insectes au sein du jardin. Et puis, nous allons faire un petit tour très rapide pour savoir, bah, à partir de toutes ces informations, c'est bien joli. Mais vous faites quoi concrètement avec ça? Et puis, on prendra un petit moment de questions-réponses et un petit moment pour vous expliquer la suite, ce qui va se passer après. Euh, c'est bon pour toi, Geoffroy? On fait ça comme ça? Ah oui, c'est fantastique. Bon, bah, ce que je propose en fait, c'est que tu commences tout simplement par bah, ce qu'on va faire, c'est définir en fait ce que c'est. Ah non, c'est moi qui commence, je dis n'importe quoi. En fait, pour petit rappel, je voulais mettre vite fait la permaculture et le compagnonnage. J'ai déjà fait ça la semaine dernière, donc je vais y aller très 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 rapidement. Euh, c'est l'idée de se dire, ben, la permaculture, c'est 3 principes éthiques de base. Donc, prendre soin de la terre qui est en vert, prendre soin de l'être humain qui est en rouge, donc prendre soin de soi et des autres, et partager de façon équitable la petite bulle bleue. Je fais du rapide parce que ce sont des rappels. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de voir le début, vous voyez, même pas le début du webinaire précédent et vous saurez tout. Pour petit rappel encore, quand on parle de compagnonnage au jardin, ben, on s'intéresse plus à ce premier principe éthique qui est de dire ben, on va prendre soin de la terre, donc du monde des éléments, du monde des vivants, et on va essayer de le faire au jardin en s'inspirant de la nature et en intégrant les vivants autour de soi. Je vois que ton fils contribue bien. C'est trop bien, Ouais, c'est trop mignon, j'adore. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée de la permaculture et le compagnonnage. C'était un petit rappel rapide. Et puis maintenant, ce que je propose, c'est qu'on fasse eh ben, le règne fongique, tout simplement, Geoffroy, si tu veux bien commencer avec ça. Parle-nous donc du règne fongique. Ah non, je vois ça. Ah, ça ah, va. si, non, non, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Super. Vas-y. Ah oui, c'est bon, parfait. Oui, c'est ça, brièvement, on dit, hein, comme disait Christelle, on a 1 heure et quart là, pour couvrir 2 sujets assez vastes, là, fait que c'est malheureusement toujours un peu en survol, mais ça donne une bonne idée pour l'intro, pour mettre un peu les bases, puis se faire un peu, je dirais,
pour avoir une image ou un peu réfléchir avec la manière dont on peut apprendre à travailler avec ces organismes-là. Tu vois? Donc, c'est ça, pour commencer, vraiment, j'aime beaucoup la photo que j'ai mis en premier. C'est une photo qui vient d'un livre de Paul Stamets qui s'appelle Mycelium Running. Moi, si vous aimez bien lire et que vous êtes capable de comprendre des phrases un peu complexes en anglais, je le recommande fortement. C'est très bien. Puis on parle beaucoup dans ça, entre autres, là, du déploiement de la vie sur Terre, sur la terre ferme, comme pas nécessairement un projet fongique, mais une œuvre qui est en grande partie due au mycélium ou au règne fongique. Donc, je vais revenir peut-être un peu plus tard là, sur les termes, parce qu'on les avait abordés là, dans notre vidéo d'intro d'il y a quelques semaines. Mais rapidement, le champignon qu'on voit, c'est la stratégie de reproduction d'un organisme qu'on appelle un organisme fongique, qu'on peut appeler un fonge. Puis on va revenir sur ça tout à l'heure un peu plus en détail là-dessus. Mais la notion, c'est ça derrière, c'est de dire, bon, le règne fongique, c'est un règne à part qui est ni animal ni végétal, mais qui se retrouve en termes de comportement plus proche des animaux. Il respire de l'oxygène comme nous, il se déplace sur des vastes territoires, il met en place des stratégies assez complexes d'échange de nutriments, de relations avec d'autres vivants, tout ça. Puis bon, ce qu'on sait du déploiement de la vie sur la terre ferme, comme on a collé, la terraformation, en fait, c'est le vivant qui vient de l'eau sur la terre dans une alliance, en fait, entre des algues et des fonges, des organismes fongiques pour créer là, tout ce qui est le lichen, qui se déploie comme ça pendant un bon bail, puis qui commence à dégrader là, le phosphore qu'on retrouve dans la roche, l'utiliser comme un nutriment, puis le rendre accessible. Donc, doucement, on a l'idée d'une surface qui était peut-être plus similaire à ce qu'on appelle souvent des surfaces lunaires, donc un truc très rocailleux, tout ça. Puis lentement, à force de déploiement du règne fongique, du lichen, entre autres, on a cette roche-là qui commence à être dégradée. Puis par la dégradation, ben, on a le déploiement d'un espace qui est plus poreux. Hein, on a une roche ferme qui devient un peu plus voilà, poreuse, vulnérable, qui permet, dans le fond, des micro-bassins où il y a de l'humidité qui s'accumule, de l'eau, des rosées. On a des éléments comme ça qui permettent le déploiement de la vie sur Terre. Puis l'image que j'ai amenée ici, bon, ça ne nous donne pas une super bonne idée, là, c'est comme c'est mignon parce qu'il y a des couleurs, tout ça, mais c'est aussi de dire ce qu'on voit, ce sont des champignons primordiaux, si vous voulez, la première forme de cette fructification-là, mais c'est des reconstructions qu'on a à partir de fossiles, qui est la deuxième photo qu'on va montrer bientôt. Voilà. Puis ce qu'on voit ici, c'est comme, tu vois, à taille humaine, on a un homme qui est assis ou qui est agenouillé devant un fossile de champignons. Tu vois, d'une époque là, très ancienne. Ces champignons-là pouvaient faire de 10 à 25 mètres de haut. Tu vois, puis avant même le déploiement des végétaux, la Terre était dominée par les champignons. Je ne peux pas malheureusement rentrer dans tous les détails aujourd'hui. S'il y en a qui ont des fonds encore là et qui sont à l'aise avec l'anglais, il y a mon bon ami Peter McCoy de Radical Mycology qui a une formation qui s'appelle Mycologos, puis qui passe plusieurs heures à expliquer toute l'évolution de la vie sur Terre par l'humilité des champignons, à permettre en fait l'apparition des autres formes de vivants. Encore, je peux pas rentrer dans les détails, j'en suis bien désolé, mais je sais qu'à Percé, ou en tout cas dans l'est de la Gaspésie, on a un des fossiles champignons les mieux conservés et les plus intéressants à étudier. Donc, si jamais vous êtes dans l'est du Québec, ça va être des recherches intéressantes à aller à mettre en place pour l'été, là, pour profiter d'une période de non-confinement. On va aller regarder des fossiles de champignons. Mais je m'en parle. Oui, il y en a au Québec. On t'entend. Ouais, c'est bon, je crois. Pardon. Mon ami est venu d'Oregon jusqu'en Gaspésie pour pouvoir observer les spécimens. Mais là, je m'en parle, mais c'est simplement pour dire, en fait, dans cette marche-là du déploiement de la vie sur Terre, on a les organismes fongiques qui permettent l'apparition d'un sol, puis qui accompagnent les végétaux dans leur déploiement. Puis avec ces phases de déploiement de la vie-là, ben, on a aussi des relations qui se créent. Aujourd'hui, on sait qu'environ 95 des organismes vivants vont avoir une relation quelconque avec les champignons ou avec le règne fongique, soit une relation symbiotique ou une relation d'accompagnement de fin de vie ou enfin de revalorisation des résidus. Mais c'est vrai, par exemple, le chaga qu'on connaît, tu vois, c'est un accompagnement c'est les 20 ou 30 dernières années d'un boulot, elles vont être comme ça. Ça, c'est l'arbre, une fois que le chaga prend possession d'un boulot, il n'y a pas d'autres parasites qui peuvent s'y installer. Tu vois, il vient le protéger, mais en même temps, il le ramène au sol. Tu vois, c'est une action d'humilité. Tu vois, il le ramène à l'humus, puis tout, là. C'est juste pour dire, c'est ça, parce qu'on va parler aujourd'hui comment intégrer les champignons au potager. Puis c'est juste pour dire, même si dans nos cultures, c'est peut-être un peu étrange ou on n'en a pas entendu parler souvent, en fait, c'est la norme.
puis c'est nous les étranges hein, dans l'histoire de la vie sur Terre. Donc, c'est pour dire, quand nous, on n'est pas là puis qu'on fait rien, il y en a des fonges dans le sol. Puis dans le fond, hein? Oh, tu voulais intervenir? En fait, ce que je me disais, c'est que donc ça veut dire parce que souvent on entend, puis j'adore ce truc-là, c'est on entend genre le premier animal qui est sorti de l'eau, le poisson qui est sorti de l'eau, mais en fait on oublie complètement que les champignons et les plantes sont sortis de l'eau, mais des millions d'années avant Ben oui. que le premier poisson soit sorti. Donc j'aime bien parce qu'on s'imagine cette espèce de poisson qui sort, puis qui a un désert sur Terre, mais en fait Ouais. pas du tout. Il y a Puis lui, champignons et végétaux depuis longtemps. ben parce que lui, il aurait dû être dans la 5D, hein, puis de manger du soleil. Tu vois un peu non, mais si tu vois ce poisson-là qui vient, il faut qu'il se nourrisse. Ça, puis il va pas juste pêcher. Oui, fait que c'est ça, la vie, elle est là. Puis en fait, c'est fascinant parce qu'on a des histoires, hein, on est dans la 6e grande extinction de masse sur Terre, mais chacune des 5 autres grandes extinctions qui ont précédé ont connu aussi des chamboulements du vivant, puis l'éclosion de stratégies des champignons pour accompagner. Ça fait que je sais, la deuxième, entre autres, est fascinante parce que dans le déploiement des végétaux, on a une série de petits de prés qui mènent à l'apparition des forêts. Puis on a à un moment donné ces arbres-là qui accumulent des quantités de carbone densément liées avec la lignine, la cellulose, tout ça, mais qui ont il y a aucun organisme qui les dégrade en fin de vie. Ça, donc on a pendant un certain moment une accumulation dans le fond, un problème de lumière dans les forêts, aussi une accumulation de carbone parce qu'on a cette biomasse-là qui s'accumule. Puis les mêmes champignons qui aidaient à diffuser les nutriments, à rendre le sol vivant, à favoriser le déploiement de ces arbres-là, certains d'entre eux s'adaptent à les dégrader puis à les ramener au sol pour enrichir le sol puis permettre les cycles de régénération. Je sais qu'il y a nos amis là, de Régénération Canada qui font aussi un symposium ce soir, mais c'est toujours dans la même idée. Hein, c'est dans le fond, si on veut survivre sur la planète, il faut comprendre, merci, il faut comprendre, ce qui est un sol sain, puis comment nous on peut travailler avec les organismes pour rétablir un équilibre qu'on est venu brimer. Ah, mais je m'emporte. Donc voilà, mais c'était un peu l'idée comme ça de dire il y a des champignons un peu partout quand on va en forêt, il n'y a pas de déchets parce qu'il y a des champignons. Puis en fait, il y a des champignons parce qu'il y a des résidus qui sont réintégrés ou qui circulent dans des cycles de ressources. Tu voulais nous parler vite fait aussi de, c'était une image qu'on avait vue aussi la première fois qu'on a fait la permaculture champignonnée, mais peut-être que c'est important, tu veux en parler maintenant du cycle du champignon parce qu'on Oui, va, on va, pour mieux intégrer après un champignon, c'est bien de oui, comprendre oui, peut-être oui. comment il fonctionne. Ah, certainement. Puis je m'excuse, hein, j'essaie de ne pas parler trop vite, puis j'ai toujours une espèce de contrainte de dire l'horaire, tu vois, puis je veux pas vous faire prendre plus de temps qu'on avait promis là, d'occuper. Mais j'aime beaucoup l'image qui est ici. Est-ce que moi je veux voir les commentaires, c'est super. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires qui peuvent nous dire là, si on reconnu le champignon en question. Mais pendant que je vous laisse écrire rapidement, c'est de dire si on part de l'image en haut au centre, ici comme ça, on voit ce qu'on reconnaît facilement en forêt qu'on appelle un champignon. Puis en fait, ce champignon-là, c'est simplement la stratégie de reproduction d'un organisme terrain, hein, qu'on va appeler un fonge. On peut le comparer à un fruit là, dans l'idée où, dans un cycle de vie d'un végétal, où le champignon, c'est l'équivalent d'un fruit. Puis c'est une stratégie de reproduction. Donc, comme un fruit porterait une graine, le champignon produit des spores. On voit, là, si on prend, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on part à 12 heures, on a notre champignon. Puis si on va vers la droite, on voit le champignon produit des spores. J'irai pas là, dans les détails infinis, mais c'est un peu comme une graine. Donc les spores vont être propagés de par le vaste monde, ils vont voyager, ils peuvent faire plusieurs fois le tour de la planète avant d'atterrir quelque part dans une niche environnementale où ils vont pouvoir éclore, germer. Il y a plein de conditions rattachées à une germination efficace, mais grossièrement, on va chercher un endroit où on peut avoir une humidité au moins à 35-40%, qui mène à un substrat, là, un espace de contact qui est assez poreux pour que la racine des champignons, le mycélium, puisse se propager. Le mycélium, c'est un peu comme un estomac à l'envers. Hein. Nous, on a une petite bulle, on met nos ressources, on a plein d'enzymes qui dégradent la matière pour en extraire des éléments nutritifs. Le mycélium, lui, il se propage à travers des milieux poreux, un peu humides, puis il libère des enzymes avec lesquelles il va essayer d'aller briser des molécules complexes puis en extraire des nutriments. Puis tant qu'il est capable de se propager comme ça, il va rester en phase végétative. Donc, si on a une sporulation à la fin du printemps, qui mène à une germination, mettons, au mois de fin mai, début juin, il va un mycélium qui va se propager tant que le sol ou tant que le bois, les matières carbonées
les végétaux, sont assez humides je laisse faire, sont assez humides pour permettre cette propagation-là. Donc, on verra rien. Hein, ça va être, c'est ça. C'est comme tout un travail souterrain d'un mycélium qui se déploie. On en a parlé l'autre fois, le plus grand organisme sur la Terre, qui est aussi le plus ancien, c'est un mycélium gigantissime, qui est des milliers d'hectares. Puis cet organisme-là, tant qu'il peut se propager, il va se propager. Puis quand il va arriver en crise de vie, soit parce que la température baisse à un point où sa propagation est limitée, ou encore parce qu'il arrive à l'épuisement des ressources disponibles dans son habitat, il va rentrer en phase de reproduction. À même la surface de sa peau, il va oxyder. Donc, il va, à travers une série de réactions chimiques, le mycélium lui-même, la racine, va faire éclore un bourgeon, qu'on appelle un primordia on parle des champignons. Puis ce primordia-là, en l'espace, règle générale, d'environ 2 semaines, va passer d'un truc gros comme une phalange à un organisme, là, un caprophore, sporophore, un champignon, le fruit de reproduction qui va apparaître. Puis voilà, puis on a le cycle qui est bouclé comme ça. Le même mycélium peut produire des champignons pendant plusieurs cycles. S'il n'y a pas d'ajout de nourriture, règle générale, en 3 ou 4 mois, il va avoir épuisé les ressources à travers lesquelles il cherche à se reproduire. Dans un contexte de jardin, ça veut dire que si on plante des champignons au printemps, il faut les nourrir à l'automne pour qu'ils puissent passer l'hiver puis revenir l'année d'après. Si on ne les nourrit pas, ils vont mourir puis devenir de la nourriture à bactéries, intégrer là, le grand cycle de la vie. Mais tant qu'on les nourrit, ils vont rester là puis ils vont être capables de continuer leur grande œuvre. Écoute, merci pour ces explications. J'essaye d'enchaîner. En fait, je voudrais juste faire une petite parenthèse à Cindy qui pose une question très précise. On va avoir un temps de questions-réponses, puis je pense que ça sera exactement parfait. Donc, si tu peux garder ta question de côté, puis la renvoyer plus tard. Sinon, on a Jérémy, Patricia, Chani et Louise qui sont en train de nous dire que c'est une amanite tumouche. J'imagine que c'est le cas. L'amanite, c'est un champignon remarquable. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si vous avez des spécimens comme ça, nous, on essaie de monter une mycothèque là, avec entre autres sur les amanites tumouches. Donc, si jamais il y en a chez vous, si vous avez des spécimens déshydratés, tout ça, vous pouvez nous écrire. On est très intéressés. Puis peut-être, si tu veux, parce que je m'excuse, j'ai toujours le même problème avec le temps. Je peux pas parler, je pourrais parler beaucoup plus vite, mais ça serait beaucoup moins digeste. Mais c'est ça juste pour répondre rapidement à Célie Garneau qui demande un peu pourquoi certains stérilisent les substrats, quel est l'intérêt, tout ça. Très, très rapidement, je dirais juste qu'on dit souvent la nature, c'est un jeu de nombres. Donc, si on a une quantité de mycélium très restreinte, puis qu'on veut l'intégrer de manière artificielle, c'est-à-dire dans notre projet personnel comme ça, dans un milieu qui en hébergeait pas déjà, si on a très peu de mycélium, puis qu'on veut l'intégrer dans un grand substrat, en bas de 10% là, du volume en termes de poids, 10% du poids en ratio, on est mieux de traiter ce substrat-là pour éviter qu'il y ait déjà d'autres champignons ou qu'il y ait d'autres bactéries qui viennent simplement manger le mycélium qu'on intègre puis que ça l'arrête là, le travail. Un peu comme si on fait un yogourt, par exemple, ou si on travaille qu'on intègre un organisme vivant, on peut essayer de réduire la population vivante dans le substrat ou sa nourriture. Mais quand on travaille avec un volume qui dépasse un ratio au poids qui dépasse les 20%, c'est-à-dire, si on a 1 kg de mycélium et qu'on peut le propager dans quelques kilos de substrat, de matière, d'expérience, c'est pas nécessaire de le traiter. Le seul traitement que moi, je considère incontournable, c'est d'humidifier son substrat. Idéalement, de le laisser bassiner au moins 30 minutes pour qu'il devienne très mouillé, donc plus poreux. Ensuite, peut-être la deuxième étape, si vous avez un peu de temps, c'est de faire ce bassinage-là, une submersion complète pendant 10 à 15 jours, à 20-25 degrés. Puis à ce moment-là, on va avoir une pasteurisation passive, puis un substrat très poreux. Puis pour moi, ça devrait être suffisant pour un travail à l'extérieur. Pour vrai, selon moi, le reste, c'est un peu, sous tout respect, pour moi, ça relève un peu du fétichisme. C'est-à-dire qu'on est en plein air, donc on n'a aucune... ça ne sert à rien d'amener des éléments stériles en plein air parce qu'on a une chaîne de stérilité qui est brisée. Puis dans tous les cas, c'est même un problème. Si on n'a pas stimulé la réponse immunitaire de nos cultures, puis qu'on les amène en plein air, même si on stérilise plein de pipes, tout ça, ça va juste être un festin de bactéries ou d'autres organismes. Donc, moi, je le déconseille. Puis comme je disais peut-être à la fin, en période des questions, si on a du temps, donc il y a des techniques assez simples qu'on retrouve, entre autres dans Mycelium Running, là, le mycélium qui court, avec un système de boîte en carton pour faire un acclimatement du mycélium à l'extérieur et à son environnement d'accueil. On pourra y revenir si vous voulez, là, si on a le temps.
Mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus efficace que de faire des gros barils, mettre plein de chaleur ou plein de chaud, puis tous ces processus-là là, qui prennent beaucoup de temps de ressources puis qui sont problématiques au niveau environnemental à certains égards. Ok, bah écoute, je me permets de te couper. On va revenir de toute façon sur la partie fongique un peu plus tard. On va faire la même chose au niveau de la définition. On va aussi définir ce que c'est vite fait le règne des insectes. En fait, tout simplement, les insectes, en fait, souvent on confond insectes et invertébrés. Et donc déjà, c'est ma première, ça va être ma première voilà remarque. Et si vous voulez, ici sur cette petite image, en réalité, il y a qu'un seul insecte et il y a deux autres invertébrés qui font partie de d'autres familles et d'autres oui, voilà, d'autres familles. Donc en fait, vous avez une araignée 8 pattes. Ce n'est pas un insecte. Un insecte, ça a 6 pattes. Je me confonds, je sais plus ce que je raconte. Ben, notre limace à côté, évidemment, ben, elle n'a pas de pattes, donc elle aussi fait partie d'un autre règne. Donc on a un petit grillon ou criquet, je sais pas le reconnaître à cette distance-là, mais lui c'est bien un insecte et il a bien 6 pattes. Donc déjà c'est juste comme en fait, en réalité, quand on dit champignons et insectes, nous, on va vous parler de champignons et invertébrés. Mais comme c'est beaucoup moins sexy et qu'on s'imagine souvent invertébrés et insectes comme étant la même chose, c'était juste pour vous dire qu'en fait, il y en a une multitude. Je voudrais aussi faire une précision sur le nombre d'espèces pour que vous compreniez d'espèces, sous-espèces, etc. Le monde des insectes, c'est un monde de folie. Juste pour comprendre, quand on parle du nombre de mammifères dans le monde, on sait tous, ah oui, il y a le chien, il y a le loup, il y a le chat, il y a le lion. On en a une idée vague on peut nommer de nombreux mammifères. Et les mammifères ne sont pas tous les animaux sur la planète. Il y a aussi évidemment les poissons. Les insectes et les invertébrés font partie des animaux. Mais juste pour donner une notion un petit peu de grandeur, des mammifères, il y en a à peu près 5000 espèces sur la planète. Donc, vite fait, comme ça, en fait, on en connaît quand même beaucoup, on sait en verbaliser beaucoup, on sait en nommer beaucoup. Maintenant, dans le monde des invertébrés, je ne sais pas le nombre qui a été répertorié, mais c'est juste gigantesque. Et pour vous donner juste une idée, dans le monde juste des papillons, on est à 300 000 espèces et sous-espèces. 300 000 face à 5 000. Donc vous comprendrez qu'aucun spécialiste entomologiste, donc spécialisé des insectes ou des invertébrés, n'est capable de répondre à l'ensemble des questions. Tout comme, je ne sais pas, le monde des champignons, on a répertorié combien de champignons dans ce monde-là? Je pourrais Tu pas te sais? dire, j'oublie les chiffres, je m'excuse, mais de mémoire, je sais qu'on a un chiffre faramineux, puis après on dit que on estime environ à 10%, là, mais il y a beaucoup de ménage qui se fait dans les champignons, là, c'est comme comment je te dirais ça? Ben oui, avec la génomique, on se rend compte que d'un côté, il y avait plein d'espèces qu'on croyait distinctes qui sont en fait des phases d'adaptation d'un même génome, un peu comme les Pokémon. Puis de l'autre côté, on a on sait qu'il y a plein de choses qu'on connaît absolument pas. Et je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je sais Oui, que mais c'est ça. c'est des centaines de milliers d'espèces, puis que c'est environ 10% de ce qu'on estime connaître maximum 10% du règne. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est juste pour dire qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé. En fait, l'être vivant qu'on connaît le mieux au niveau des recherches, c'est l'être humain. Et ensuite, on a fait en fonction de nos besoins. Donc, on connaît quelques plantes de façon ultra spécifique. Une des plantes qu'on connaît le mieux, bah, les deux plantes sûrement les plus connues dans le monde et les plus étudiées, c'est la vigne, on fait du vin hein, avec, et la marijuana pour toutes les raisons qu'on connaît aussi. Puis après, il y en a d'autres, mais vous voyez, c'est vraiment comme on se focalise sur nos plantes entre guillemets utilitaires. Et pour les insectes ou pour les animaux, c'est pareil. Et donc, on va être beaucoup plus proche des mammifères pour plein de raisons que des insectes ou voilà. Donc c'est pour ça aussi au niveau du vocabulaire. Je vois Hélène qui dit que c'est bien un grillon, cricket c'est en anglais. En fait, oui et non. C'est-à-dire que cricket désolé, mon accent français de France est horrible quand je parle anglais. C'est bien grillon en anglais, mais sauf qu'il existe le mot criquet aussi en français et c'est pas le même animal que le grillon, même s'ils sont très cousins. Et en fait, c'est tout un monde un peu fou et je le précise parce que j'ai fait un élevage de grillons pendant 1 an sur une ferme expérimentale pour faire du grillon comestible, mais bon, bref, ça fait que je connais un peu ce sujet-là.
Alors, j'ai mis un serpent. Un serpent, évidemment, ce n'est pas un insecte ni un invertébré, hein, mais c'est juste pour dire qu'ils ont quelque chose en commun, souvent les invertébrés et les serpents. C'est le côté ah oui, bah merci Hélène. Donc voilà, on est d'accord. Cool. Et elle est entomologiste. Trop bien. C'est le côté serpent. Ça y est, je suis complètement perdue. En fait, le serpent, en fait, c'est un animal à sang-froid. Et s'il y a bien quelque chose qui rapproche les invertébrés des serpents, c'est ce côté animal à sang-froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces animaux ont besoin d'une certaine chaleur pour pouvoir vivre. Et souvent, ça va être pour pouvoir se mouvoir. Donc, on va être sur des animaux qui ont souvent besoin. Ça veut tout dire et rien dire parce que vous comprenez bien qu'avec le nombre d'espèces, de variétés, etc., à donner un chiffre, ça n'a pas trop de sens. Mais on va dire qu'en tout cas, ce sont des animaux qui aiment le 25 degrés environ, ou même des fois le 35 degrés. Et une des façons, entre autres, de les tuer pour certains, c'est le froid et le gel. Pas tous, mais c'est aussi pour ça qu'avec nos saisons, ça fait des cycles un peu particuliers. Leur respiration se fait au travers de la peau aussi. Pourquoi je dis ça? Bah parce que nos insecticides, entre autres, quand on en utilise, c'est aussi pour les empêcher de respirer, parce que si vous mettez du produit, du gras sur la peau d'un insecte, il va plus pouvoir respirer. C'est une des façons de les tuer. Je dis pas que c'est la meilleure des idées, j'explique juste comment, comment on fait et comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre. Si on comprend notre ces animaux, on comprend mieux comment les vivre avec ou s'en séparer. Euh, Bref, je voulais aussi vite mettre en lumière qu'en fait, on a beaucoup d'invertébrés du sol, donc insectes et invertébrés du sol, entre autres les vers de terre, on le sait, on les connaît beaucoup mieux. Là, on a un petit gendarme. En fait, la majorité des invertébrés du sol sont des décomposeurs de matière organique. Je tiens à le dire parce que quand on est au jardin et qu'on voit des insectes, eh bien en fait la première chose qu'il faut faire, c'est ne surtout pas sauter en l'air entre se disant oh mon Dieu, je suis envahi. Bah oui, c'est très bien en fait. Il y a de fortes chances que l'insecte que tu vois soit plus un compagnon de ton jardin qu'autre chose, insecte ou invertébré. Je vais un peu confondre les mots aujourd'hui ouais, pour essayer que tout le monde me comprenne, même si je me trompe de vocabulaire et je m'en excuse pour ceux qui sont un peu plus professionnels. Et puis, je veux faire exprès aussi de parler un peu des invertébrés pollinisateurs. Donc là, par exemple, je vous ai mis en photo un joli papillon qui est en train de butiner. Évidemment, il n'y a pas que les papillons qui butinent, mais le côté pollinisateur, en fait, c'est bien quelque part utilitariste dans le sens qu'à un moment donné, ou en tout cas, ça fait partie de leur cycle de vie, c'est-à-dire qu'à un moment de leur cycle de vie, ils vont se nourrir via le fait de butiner ou de venir se nourrir du nectar des fleurs et à travers cela, ils vont polliniser. Pour vous donner une idée, les fourmis au printemps pollinisent des fois les fleurs parce que tout simplement, elles sont des fois pas trop de nourriture et quand vous voyez plein de fourmis autour d'inflorescences sur certains arbres, vous inquiétez pas, théoriquement, la fourmi, à ce moment-là, si elle est bien dans la fleur, normalement, il y a de fortes chances qu'elle soit juste en train de prendre du nectar de ces fleurs-là et elle n'est pas du tout en train d'agir de façon négative sur quelconque végétal. Ce que je vous ai mis au centre, en fait, ce sont des nymphes de papillons. Qu'est-ce que c'est une nymphe de papillon? Ben, vous savez, euh, c'est quand la chenille se met en chrysalide, oui, des nymphes, n'importe quoi, des chrysalides, se met en chrysalide, et puis ensuite, ça va devenir un papillon. Et en fait, ce qu'on sait rarement, c'est qu'il y a beaucoup de chenilles qui vont se transformer en papillons dans le sol. Donc en fait, c'était un peu pour vous montrer, ils vont vivre à différents niveaux, à différents espaces. Et donc cette chrysalide de sphinx, c'est des sphinx nocturnes, je crois, du Québec, si je ne dis pas de bêtises. En fait, vous allez les retrouver dans le sol. Puis si vous les laissez, quelques temps après, vous allez avoir ces magnifiques papillons qui sont assez gros, qui sont nocturnes, il faut pouvoir les voir. Voilà, et donc qui, eux, vont devenir finalement des pollinisateurs, mais à force, après, à être passés par tout un processus de vivre dans le sol. Euh, Aussi, pour vous donner une idée, par exemple, vite fait, certaines cigales vivent en tant que chenilles dans le sol pendant 7 ans avant de se transformer en papillon, bon, n'importe quoi, en cigale, et nous faire ce magnifique bruit chantant qu'on entend dans le sud de la France, ou même au Québec, en fait, on en a chaque année également. Mais
ça va être certaines espèces de cigales qui vont vivre 7 ans comme larves avant de sortir. En fait, je suis en train de me dire que la cigale est une larve avant. Ouais, bah en fait, je suis en train peut-être de dire des bêtises. Non, mais non, c'est un entomologiste. J'avais parlé avec un entomologiste de ça. Non, non, c'est bien ça. À vérifier, mais je m'embrouille toute seule. Euh, donc voilà, c'était un peu pour parler de ça. De là, en fait, Geoffroy, on avait cette question un peu d'histoire. Ah, Euh, ouais. donc je reviens avec toi sur l'idée de parler d'un peu d'histoire au niveau de l'être humain et les champignons. Tiens, attends, Mais je sais oui, pas si tu veux commencer. Oui, je commence avec ça. on peut. Ben, Vas-y. c'est un peu, hein, c'est toujours l'enfant mal aimé, là, duquel on coupe rapidement, mais c'est juste, comme je disais tout à l'heure dans l'idée, autant pour les sols, hein, quand nous, on veut réintégrer des champignons au potager, en fait, c'est rien de nouveau, puis même, c'est un retour à l'équilibre qui existait, là, puis qui devrait être maintenu. Un peu, quand c'est la même idée, eh bien, au niveau de notre utilisation des champignons, de dire, c'est pas nouveau. Puis en fait, c'est ça, c'est depuis des millénaires, on sait que les humains sont en relation extrêmement proche avec les champignons. Il y a une super théorie de Terence McKenna, encore là, si vous avez du temps pour lire ou écouter des podcasts, avec un livre qui s'appelait Food of the Gods, la nourriture des dieux. Puis lui a construit une théorie complète de l'évolution du singe à l'homme par les champignons, qui se défend assez bien. Là. J'entrerai pas dans les détails, mais si vous voulez en parler, ça, c'est un sujet fascinant. C'est pas quelqu'un de, comment je dirais, il n'est pas vautré dans le matérialisme. Hein, il y a peu d'objets, puis c'est un homme, c'est ça, d'une époque où on avait beaucoup, hein, une plus grande humilité, si vous voulez. Puis, quand même, du peu de choses qu'il y avait sur lui, on a retrouvé 2 champignons. Tu vois, on sait, là, avec les fouilles, puis avec le travail d'archéologie qui a été fait, que c'est un homme qui avait une blessure à la main, puis qui avait des vers parasitaires. Il se promenait avec son jerky, mais ça alors que c'était pas un jerky hyper clean. Là, la matraque aurait pas été très heureuse. Puis ça lui donnait entre autres ses vers parasitaires. Donc il y avait un champignon médecine qui utilisait en décoction. Donc il se faisait, à chaque fois qu'il allait chauffer de l'eau, bouillir, il intégrait ce champignon-là qu'il avait cueilli en forêt, puis qu'il utilisait pour combattre les vers parasitaires. Puis il y avait un amadouvier qu'on retrouve en forêt au Québec facilement, qu'on appelle aussi quelquefois en anglais le tinder conch, ou un punk. C'est un peu comme le chaga, c'est des champignons qui peuvent avoir une texture presque laineuse quand ils sont frais, puis qui vont être capables de préserver un tison. Si vous avez vu le film là, de Firekeeper, là, qui est comme une espèce de Quest for Fire, c'est ça qui est un film sur encore l'histoire là, des premiers hommes de Homo sapiens sapiens avec le feu et tout ça. Ben, c'est un gros truc là, hein, pas tout le monde pouvait faire apparaître le feu, donc quand on l'avait, on essayait de le garder. Puis ces champignons-là avaient une capacité à garder un tison pendant des jours, voire des semaines, parce qu'ils n'ont jamais une fermeture hermétique, mais ils sont quand même, on peut les mettre un sur l'autre, puis avoir juste un peu d'air qui rentre dans quelque chose qui ressemble à une espèce de laine qui peut voilà, garder un tison longtemps. Fait qu'on sait qu'Otzi était blessé à la main droite, puis il pouvait pas travailler longuement à allumer un feu. Donc il se promenait avec son tison, puis il l'allumait comme ça. C'est juste pour donner un exemple parce que ça fait quand même, ben c'est ça, c'est il y a 5300 ans. On retrouve beaucoup d'écrits, là, entre autres dans la tradition de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi chez les Grecs, dans l'Empire romain. Beaucoup d'écrits puis de traces de l'utilisation des champignons comme nourriture. Puis une nourriture élitiste dans un sens où, malheureusement, là, avec le monothéisme, avec les systèmes pyramidales, il y a beaucoup de champignons qui portent encore ces noms-là. Tu vois, quand on parle du shiitake, on l'appelle le champignon des empereurs. Il y a beaucoup de champignons le nom même qu'on utilise de manière commune réfère au fait que si tu l'as trouvé puis que tu en parles, et tu dois l'amener aux gens qui contrôlent ta réalité. Tu sais, c'est un peu intense. Mais c'est pour dire que les champignons étaient un bien très précieux. Anthropologiquement, là, c'est le premier fils de Dieu sur Terre parce qu'ils apparaissent après le tonnerre, un fruit sans arbre. Tu sais, il y a toutes ces notions-là. Des fois, on dit rapidement, tu sais, c'est un des seuls trucs qu'on connaît qui peut nous nourrir, nous guérir, nous élever là, spirituellement, puis nous tuer, tu vois, dépendamment de la variété d'un truc qui peut être assez similaire. Tu sais. Fait que j'aimerais bien montrer, c'est ça, notre petit Otzi. Parce que c'est ça. Ah, Ben, parce que j'allais te parler. Oula, attends, si tu veux, je vais te.
Ah non, Je vais moi te ça mettre va, hein. celui que tu veux. Ouais. Ben, En fait, je voulais faire un lien avec ce que tu disais pour expliquer que la semaine dernière, on a montré dans le compagnonnage ce qu'était la milpa ou les trois sœurs. Donc, pour un petit rappel, c'était maïs, haricots et courges. Et en fait, pour le petit côté notion, on va rester avec nos chers amis Maya ou en tout cas mexicains. En fait, justement, c'est un peu comme ils ont intégré les champignons et les insectes comestibles à leur nourriture depuis très longtemps. Et là, en fait, ce que vous pouvez voir dans la photo d'en haut, c'est un maïs qui a été attaqué par un champignon. Selon l'humidité en fait de l'année, c'est quelque chose qui va arriver. Ça s'appelle un huitlacoche au Mexique et c'est comestible. L'année dernière, non, c'était il y a 2 ans au Québec, il y en a eu énormément et il y a beaucoup de jardiniers qui les ont jetés parce qu'en fait, ils savaient absolument pas ce que c'était et ils pensaient qu'en fait leur maïs s'était fait attaquer. Et certes, il s'était fait attaquer, mais par des champignons comestibles. Donc ils auraient pu complètement les manger. Et d'ailleurs, c'est une denrée qui vaut encore plus cher que le maïs ah en oui. tant que tel et en lui-même. Donc c'était assez marrant de voir comment, par manque de connaissances, et ben on jette notre production finalement. Et puis en dessous, en fait, on a une sauterelle. Et il faut savoir qu'encore une fois, au Mexique, eh ben, les sauterelles sont énormément mangées. Et pourquoi? Ben parce que la sauterelle est un ravageur de culture, c'est-à-dire qu'il vient manger le maïs, entre autres. Et en fait, au moment où les sauterelles arrivaient pour manger le maïs, eh ben, entre autres, ben, les, les, les autochtones à l'époque, puis encore aujourd'hui ça se fait, ils viennent avec des filets, ils les ramassent et ils les font cuire et c'est rempli de protéines. C'est-à-dire que autant le champignon du huitlacoche que le criquet sont à plus de protéines par pourcentage que un steak de viande. Donc en fait, c'est jeter de la protéine abondamment comme ça. Le criquet, on est autour de 70% de protéines dans le criquet. Le champignon, je sais pas, c'est plus. Tu as une idée Ouais, des ben en quantités de termes, protéines? c'est un truc, en termes déshydratés, on va aller à 30% environ, là, une teneur de 30% de protéines. Quand il est déshydraté, l'espèce de petit gap, c'est que souvent il est humide, puis à ce moment-là, on va parler d'un 3 ou 4% au poids humide, mais on va le cuire, donc on va, hein? Fait que c'est Ouais, un peu ouais, ce bien sûr. ratio-là. Mm-hmm. Ok, Non, bah ben, merci. puis moi, ça me ramène encore à la notion dont on discute à chaque fois, hein, de dire que pour moi, c'est comme la première chose que j'ai appris de la permaculture, de dire qu'un déchet, c'est toujours bien juste une ressource qu'on choisit d'abandonner. Tu vois, puis c'est un peu un luxe là, de first world problem, là, c'est comme un... Ah, ouais. Fait que non, c'est ça, Vraiment. c'est toujours une mauvaise idée. Puis moi, j'apprends là, de plus en plus, mais justement, autant les champignons ont un intérêt pour la culture des sols, mais les insectes aussi, hein, avec la chitine, permettent là, de nourrir le sol puis de stimuler le système immunitaire des racines. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est la petite chose, c'est que autant les champignons que les insectes sont gorgés de chitine. En fait, la carapace des insectes est faite, enfin, oui, le squelette extérieur est fait de beaucoup de chitine. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que cette chitine-là est mangée sans doute par d'autres insectes et dégradée par bactéries, insectes et champignons dans le sol. Et c'est une source assez importante pour enrichir un sol. Donc c'est pour ça, entre autres, tiens, je sais qu'il existe beaucoup de compost de crevettes. C'est encore cette idée-là, en fait. On vient chercher la chitine de la crevette parce qu'en fait, les crevettes et les sauterelles ou grillons, etc., en fait, c'est la même famille quelque part. Il y en a un, c'est des fruits de mer quand on les mange, et l'autre, on va dire que ce sont des fruits de terre quand on les mange. Et donc, Mhm. c'est les grillons, les criquets, les insectes morts à carapace vont avoir en fait les mêmes propriétés ou en tout cas très proches de celles des composts de crevettes. Donc ça, c'est juste aussi pour mettre en perspective. Sinon, je voulais aussi aller un peu en Europe, vite fait, puis on pourra aussi retourner sur ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que les Européens aussi, dans leur histoire, ont mangé des invertébrés et des insectes. Les escargots, on en mange encore beaucoup, beaucoup en Europe. Mais en fait, les escargots, c'est quoi? C'était nos ravageurs de culture. Ce sont ceux qui étaient en fait en train de manger nos salades et nos choux, etc., etc. Et en dessous, vous avez une cigale. Et la cigale, en fait, dans la Bible, il y a même un extrait où on dit qu'en fait, où il parle en fait d'un plat avec le fait qu'on mangeait des cigales à l'époque. Donc, euh, donc voilà. Et puis pour la petite parenthèse aussi, le petit clin d'œil, on mange du miel depuis tellement longtemps. Et le miel, c'est quoi si c'est pas quelque part le service d'une abeille, une espèce de déjection qu'elle fait pour nourrir ses larves. C'est du miel.
Et la petite chose un petit peu rigolote et intrigante, c'est que le miel de sapin, pour comprendre, le sapin ou tous les arbres, tous les conifères qu'on appelle, font des fleurs, mais pas des fleurs comme on entend nous. Les fleurs, comme on entend nous, en général, on imagine des abeilles venir, etc., sont apparues très tardivement dans l'histoire des plantes, sont apparues à la fin des dinosaures. Donc tous les insectes pollinisateurs sont apparus à la fin des dinosaures. Par contre, il y avait avant d'autres insectes dont la vie ne dépendait pas du nectar des fleurs. Et le miel de sapin, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces arbres-là sont apparus bien avant, même bien avant les dinosaures, en tout cas cette famille. Et en fait, le miel de sapin, c'est pas du miel de fleurs de sapin. C'est-à-dire que l'abeille vient pas butiner la fleur de sapin et redonner du miel. En fait, le sapin va avoir des pucerons, on va en parler un peu plus tard, qui vont venir manger différentes parties, ou en tout cas essayer de prendre la sève du sapin ou différentes parties comme ça. Et la fourmi vient manger le miel du puceron. Et le miel qui est fait à partir de ça, c'est à partir de miel de puceron de sapin. Et non d'abeilles qui butinent directement une fleur. C'est juste pour vous montrer en fait que ça change un peu notre regard parce que souvent on ne s'attend pas à ce genre de choses. Donc en fait, ça fait bien longtemps en fait qu'on mange quelque part des insectes ou qu'on a intégré des invertébrés dans notre alimentation pour lutter entre autres contre le fait de ravager les cultures. Ensuite, si je peux me avais... permettre. Oui, voilà. Ah oui, ben tu sais, pour faire un lien comme ça, mais c'est parce que comme tu disais, moi j'avais pas fait le lien qu'on s'était nourri de ravageurs. Mais c'est une notion aussi où nous on comprend mal, tu sais, où peut-être on redécouvre là avec toute la petite crise, tu sais, la vulnérabilité profonde de la vie des humains sur Terre, tu vois. Puis le fait que ça prend souvent, dès qu'il y a un déséquilibre, il se manifeste en crise, puis il s'amplifie, puis tout ça. Puis moi, je crois qu'il y a un rapport à la nature qui a été défini aussi par ce conflit-là, tu vois, où la nature reprend ses droits face aux humains, puis il y a cette espèce de dynamique-là comme cette valse-là, si tu veux. Puis le fait, comme tu dis, de voir une série de ravageurs, mais d'avoir dans la culture programmé la famille pour que quand il voit des ravageurs, il voit de la bouffe qui est en train de se promener sur ton champ. Oh! Ça va? Ah! Je vois des carottes. Mais oui, fait qu'on voit que nous on verrait comme des ravageurs qui seraient un truc déprimant. Si tu as appris à les manger puis que tu sais que ça va être un truc qui est nourrissant puis que tu as appris à cuisiner de manière savoureuse, ben déjà ça change toute l'énergie que tu as à combattre un problème. Fait que c'est comme excitant. Puis je ne prendrai pas beaucoup de temps pour l'aspect antéogène parce que ceux qui s'intéressent se connaissent beaucoup, puis les autres, ça va juste les chatouiller. Mais grossièrement, c'était un peu, tu parlais des Mayas tout à l'heure, comme ils avaient intégré les insectes puis les champignons à leur culture. Puis nous, c'est un truc qu'on voit souvent au fait où il y a la littérature qui suggère qu'il y a entre autres les rites de couronnement chez les Mayas puis les Aztèques qui étaient accompagnés de consommation de champignons qu'on appelle antéogènes ou qu'on appelait avant hallucinogènes ou magiques, mais simplement qui augmentent certaines sensibilités de perception puis tout ça. Puis moi, tu sais, c'est un truc en anthropo qu'on appelle des espaces laminaires, hein, d'avoir une capacité par la culture ou par la nature de créer un ailleurs, tu vois, puis un espace à l'extérieur du temps normal, puis de l'espace normal, tout ça. Puis justement, la même relation que tu parlais avec le maïs contaminé qui devient une source de nourriture au Mexique, ben, je sais que je suis dans la Grèce antique, on avait une fête des récoltes qui était en fait organisée autour d'une boisson faite d'ergot de seigle. Encore là, qui aurait pu être vu comme un contaminant, mais qui avait été intégré par l'herboristerie, entre autres pour faciliter les travaux difficiles en temps d'accouchement, mais qui a aussi donné en termes de chimie organique contemporaine le LSD. On sait qu'il y a 2000 ans, en Grèce, on avait une fête des récoltes qui mobilisait l'ensemble du pourtour méditerranéen autour d'une boisson hallucinogène, tu vois, issue d'un déchet de culture ou d'un problème. Fait qu'on, tu sais, j'ai trouvé deux petits artefacts comme ça parce que tu vois, bon, on a un nord précolombien d'Amérique où on a des gens qui sont réunis autour du champignon, tu vois, puis à droite, c'est un espèce d'homme chaman à tête d'abeille, avec un corps, dans le fond, qui est magnifié de champignons ou augmenté, si tu veux, qu'on a retrouvé là, au fond des cavernes en Algérie. Mais c'est juste pour dire, tout ça, c'est des trucs qui sont, tu sais, qui datent de culture ancestrale, puis encore là, après j'arrête, mais rapidement, tu sais, le terme religion, tu vois, étymologiquement parlant, c'est religaré, c'est ce qui nous relie. Tu vois, puis c'est pas d'aller voir un petit monsieur en robe là, qui te parle de dos pour te dire que le salaire de ton péché, c'est l'enfer.
Ça, c'est une dérive malheureuse, mais pendant des milliers d'années, l'acte religieux, c'était de se réunir pour se sentir bien. Tu vois, puis dans ça, on a tous les pratiques qu'on appelle entéogènes ou tous les pratiques, comme tu dis, des plantes qu'on a étudiées, comme le vin, comme le cannabis, comme les plantes psychoactives, en fait, parce que ça magnifie l'être ensemble. Fait que c'est juste pour dire encore là, c'est pas quelque chose qui est nouveau puis qui devrait être vu comme un tabou, comme une menace à l'ordre naturel des choses, mais qui peut être une menace à un ordre établi qui, selon moi, est artificiel. Mais bon, je m'en porterai pas trop parce qu'on a plein d'autres choses à dire. Oui, puis en fait, je vois que Jérémy me dit que la macération de pousses, c'était une macération de pousses de sapin que j'ai mis en photo, c'est possible. J'avoue que j'ai pas comme regardé, je voulais juste parler de ça et en effet, c'est possible aussi de faire du miel par macération pour donner une saveur sapin. Et Anne-Marie nous dit qu'en fait, les cigales femelles pondent leurs œufs dans les écorces des arbres, puis après un mois, les nymphes émergent des œufs et tombent au sol. Elles s'enfoncent dans le sol et elles peuvent passer de quelques mois jusqu'à 17 ans. Donc moi, je disais 7 ans, mais même pas jusqu'à 17 ans. Voilà, merci beaucoup parce que je suis au Québec et ici, elle est dans le stade de l'arbre environ 3 ans. Voilà, merci beaucoup pour ces compléments. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ce sont des mondes tellement complètement fous que en fait, chacun peut connaître des choses et venir bonifier les savoirs. Je vous remercie beaucoup pour ces compléments. On est super en retard, je te le dis, Geoffroy. Ouais. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle maintenant comment fonctionnent les champignons et en fait, en même temps, parce que je veux... Et en même temps, tu vas commencer avec les mycorhizes. Est-ce que ça te va? En fait, je t'ai trouvé un petit truc comme ça où il y avait non mycorhizé et mycorhizé que je trouvais sympa. Ouais. Donc, je te l'ai imposé. Et ensuite, il y a tes photos. C'est pas bien. Ouais, puis tu vois, moi, j'en ai une qui reprend à peu près ton truc, mais en beaucoup moins jolie. Fait qu'on peut l'enlever. Mais ça, c'est très bien. En fait, tout à l'heure, je parlais du déploiement de la vie sur Terre comme une œuvre là, du règne fongique. Puis, une fois qu'on sort là, de la notion de lichen là, qui terraforme le monde, on voit apparaître, c'est ça, ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens. C'est un mot valise, hein, myco, comme du grec pour champignon, rhiz, comme dans racine. En fait, c'est des champignons, pardonnez-moi, c'est ça qui va dans une relation symbiotique avec des plantes hautes. C'est la seule forme de vie qu'on connaît qui est invitée à s'intégrer à l'intérieur même d'une cellule d'un plan hôte ou à enrober la racine complètement, puis qui ne va pas être traitée comme une agression par la plante ou par l'arbre, mais plutôt comme un allié. Pas beaucoup de temps, mais c'est ça, la version cute, là, on va dire souvent, c'est que les mycorhizes, c'est un peu comme l'Internet de la nature. Donc, ils vont permettre, comme vous voyez sur le graphisme précédent, là, une extension remarquable des racines. Ils vont aller chercher beaucoup plus loin dans le sol. Même le tien était plus clair, mais ça va, c'est toujours la même idée, c'est qu'on a un peu de racines des plantes qui vient se connecter à un réseau déjà existant de mycorhizes. C'est ça, comme l'Internet de la nature ou les banquiers de la nature, puis on a une série de ressources qui sont mobilisées. Souvent, c'est à travers les mycorhizes qu'on va arriver à créer un stockage de carbone dans le sol, qu'on va faciliter l'absorption du phosphore, entre autres, des choses comme ça. Le Québec est un des précurseurs en termes de recherche sur la propagation de mycorhizes à grande échelle. Je pense que j'en avais parlé l'autre fois. Ça sera pas très long. Mais oui, rapidement, c'était pour dire ici, avec les grands projets d'hydroélectricité, avec la baie James, entre autres, puis la Manic, il y a eu des ravages environnementaux assez notoires. Puis, une fois, on a détruit là, une série d'écosystèmes qui étaient encore là sur un look un peu surface lunaire à la suite, où on avait seulement de la roche, là, suite à des dynamitages intensifs, tout ça. Puis, il faudrait chercher, mais Découvertes, ils ont fait toute une émission là, sur sol, sûrement que sur tout.tv, on peut la retrouver. Mais en gros, on avait environ 2 pouces de sol qui a été remis, qui était chargé de mycorhizes. Puis en quelques années, on a réussi à recréer un sol parce que ce mycorhize-là, il va faciliter l'implantation d'arbres autres parce qu'il va faire une extension de leurs racines avec beaucoup plus d'efficacité, d'absorption, tout ça. Mais il va aussi travailler sur la roche en dessous, puis aller briser la roche, extraire le phosphore, la rendre poreuse, faciliter sa dégradation, éviter les bactéries, tout ça. Fait que les mycorhizes, c'est super intéressant en termes, c'est ça, pour régénérer un sol. Encore là, on est chanceux au Québec, on peut acheter facilement là, dans une grande surface générique. On va trouver des sacs de terre qui sont déjà chargés de mycorhizes. On appelle le glomulus. Il y a 2 familles de mycorhizes, si vous voulez. Certaines vont produire des champignons, d'autres non. Parce qu'on est dans une culture mycophobe, on a priorisé des mycorhizes qui ne feront jamais de champignons. Parce qu'il y a encore des gens
ça rend très nerveux, malheureusement. Mais ça, c'est ce qu'on va retrouver en grande surface. Tu vois ça? Pardon. Donc, c'est ça. Ce qu'on va retrouver facilement, c'est entre autres là, j'oublie leur petit nom, Premier Tech, là, qui vont faire une série de sacs comme ça avec la mycorhize. Ça coûte presque rien. Si vous êtes dans une phase d'installation de jardin, de domaine de permacole, tout ça, je sais qu'il y a même certaines pépinières qui vous offrent des garanties de 5 ans si vous achetez un plant ou un arbuste avec de la terre mycorhizée. Tu vois, parce que dans le fond, c'est garanti que ça va l'aider énormément. Ça, c'est une chose. Si vous avez un sol déjà vivant, vous pouvez même simplement prendre une partie de ce sol-là, le mettre en contact avec avec la terre carbonée, puis introduire des plantes, puis la mycorhize devrait quand même pouvoir se propager comme ça. Mais l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est quand on va en forêt, tout ce qu'on appelle des fois... ben voilà, je vais revenir. Mais oui, c'est ça. Ce qu'on peut trouver en forêt, souvent aussi, ça va être des bolets. On va avoir une série de, je pense que c'est environ 5% des mycorhizes qui sont des ectomycorhizes, qui sont la famille de mycorhizes qui vont être capables de produire des champignons, des fruits. Puis ça, c'est entre autres, on va parler des chanterelles, dans une certaine mesure, les morées, les truffes, toutes nos familles de bolets, des choses comme ça. Puis quand on cueille ces champignons-là, à la base du champignon, on trouve du mycorhize, on trouve un mycélium, pardon, puis ce mycélium-là, se détaille en mycorhize. Donc, on peut prendre un peu de ce sol-là, puis on pourrait le ramener à la maison ou dans notre potager. Simplement, il faut se rappeler que le mycorhize, il vit en relation symbiotique avec un plant hôte. Donc, moi, je ne veux pas vous noyer là, de plein de noms, mais ça vaut la peine d'aller voir sur Internet. C'est des données qu'on peut trouver quand même facilement. C'est-à-dire, si j'identifie un champignon, je peux demander les autres connus. Puis à ce moment-là, je vais essayer de le réintégrer dans un espace artificiel, là, fait de main d'humain, mais avec un plan qui peut l'accueillir. Après, il y a comme un fantasme des jardiniers de trouver des nouvelles connexions et tout ça, mais en termes plus conservateurs, si vous voulez, au moins de voir ce qui se fait déjà. Tu sais, mon point, c'est qu'on pourrait acheter des semences de chanterelles, par exemple, ou de truffes, mais ça ne servirait absolument à rien de simplement les mettre dans le sol, puis de joindre les deux mains, puis d'attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y aurait besoin d'un autre pour rentrer dans une relation, pour s'installer de manière pérenne. Fait que ça, c'est une idée. Juste pour compléter ce que tu es en train de dire et par clarté, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les champignons ne sont pas des champignons mycorhiziens. Donc, en fait, quand on parle de pleurotes, les autres champignons dont tu vas nous parler, ce sont des champignons qui n'ont pas besoin d'avoir cette spécificité avec un végétal hôte. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus faciles à intégrer parce qu'eux, ils décomposent de la matière organique. Enfin, ils ont une autre façon de vivre. En tout cas, les champignons mycorhiziens, on voit bien dans ceux qui sont comestibles que ce sont des champignons chers. Pourquoi ? Parce que c'est souvent de la cueillette sauvage. Pourquoi ? Parce qu'ils sont difficiles à cultiver. Il y en a certains qui sont cultivés avec des arbres à noix, etc. Mais globalement, on voit qu'on dépend, vu que c'est une symbiose, il y a comme moins de maîtrise lorsqu'on cultive. Ceci dit, ça peut être intéressant quand même de les amener au jardin, mais avec peut-être moins d'attente que quand on travaille avec des pleurotes, surtout au début. Ouais. Puis la deuxième chose que j'aimerais mettre, pour ceux qui ont vu le webinaire précédent sur le compagnonnage et les végétaux, la semaine passée, j'avais parlé des fabacées, la famille des haricots, etc., la famille des légumineuses. Et j'avais expliqué qu'il y avait des petits nodules de bactéries dans les racines et qu'elles venaient s'accrocher aux racines pour fournir de l'azote à la plante et que la plante en échange vendait son sucre. En fait, c'est exactement la même chose, je ne dis pas de bêtises. La plante, en échange de cette symbiose, la mycorhize va étaler pour aller chercher des minéraux plus loin que la capacité racinaire du végétal, mais en échange, la plante fournit le champignon en sucre. C'est bien ça? Oui. Il y a cet échange-là où elle fournit en sucre, puis aussi, elle va permettre de stocker le carbone dans un processus où elle va le ramener au sol, faire des réserves, entre autres, de glomalin qu'on appelle. C'est comme une glu qui rend le sol plus compact, mais qui est aussi, dans le fond, un puits de carbone qui se densifie puis qui devient une réserve pour les semis suivantes et tout ça. Parfait. Ce que je propose, justement, là, je vois certains qui demandent d'aller plus dans le concret. En fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire que maintenant, en fait, j'aimerais que tu nous parles vite fait des champignons comestibles et les légumes. C'est-à-dire, maintenant, j'ai mon jardin, concrètement, j'ai mes légumes, puis je veux y mettre des champignons comestibles. Parce qu'en fait, le côté comestible, c'est bien le côté utilitariste, c'est-à-dire
dans le sens que l'être humain a envie de pouvoir se nourrir des champignons en même temps, et on verra d'autres styles de champignons par la suite. Donc on a déjà vu avec les mycorhizes qu'on pouvait éventuellement essayer de faire entrer des champignons mycorhiziens pour enrichir le sol, et de temps en temps peut-être des champignons mycorhiziens comestibles pour venir manger, donc ça va faire les deux. Et là en fait tu voulais nous parler de d'autres associations possibles avec des champignons non mycorhiziens. Je t'en prie, vas-y donc. Oui, puis en fait, c'est ça, pour faire le lien entre les trois dernières questions avec Léopold, Rémi, puis bon, Cindy qui est renchérie, simplement pour dire, parce que comme tu dis, il y a une distinction entre les mycorhizes et les champignons qu'on peut, ça profite, qui vont se nourrir de matière inerte, mais on peut les propager à la base, là, multiplier le mycélium dans la même idée. Simplement, son implantation va avoir des règles un petit peu différentes, mais c'est juste pour dire, c'est une technique, moi, qui a un peu changé là, mon approche beaucoup. Mais pour dire, peu importe le champignon qu'on trouve, si on veut propager son mycélium, un truc qui marche super bien, c'est de se trouver une boîte en carton d'une dimension, là, mettons une boîte dans laquelle on a reçu un shipping, quelque chose qui est pas gigantesque, qui se contient, puis d'y intégrer un peu de sol, puis beaucoup de matière carbonée. Par exemple, si on est en train de faire le ménage du jardin, on peut mettre des tiges, des branches, des feuilles, de la matière comme ça, la laisser tremper un peu, mettons 30 minutes, juste pour qu'elle soit un peu détrempée, la mettre au fond. Puis à partir de là, ça va être notre petit substrat. Puis c'est un peu comme un incubateur au sens où on a cette petite boîte-là qui est en fait entièrement composée de nourriture pour le mycélium qu'on va amener à l'extérieur, mais qui va être un peu comme son intérieur, sa petite maison. Donc on va installer une culture dans la boîte qui va pouvoir se propager dans sa nourriture. Puis quand elle va avoir, puis elle va être stimulée au niveau justement des défis là, qui viennent avec la vie à l'extérieur, au niveau immunitaire, au niveau des fluctuations de température, tout ça. Fait qu'elle va lentement se réveiller, commencer à se propager, puis à la fin, elle pourra même manger la boîte. Si on veut être plus rapide, on peut rajouter de la nourriture dans la boîte, tout ça. Mais c'est juste pour dire, ça, c'est une petite technique assez simple. J'ai une boîte en carton, on met des matières carbonées, tout le brun du compost, puis un peu de culture. Puis ensuite, juste pour faire comme ça, pour séparer rapidement, si on veut travailler avec des champignons mycorhiziens, notre meilleure chance, c'est de les trouver en forêt. Comme je disais tout à l'heure, quand on cueille un champignon, on peut couper la tige. La tige elle-même, la chair va redevenir un mycélium. On a un peu de mycélium, un peu de sol. Donc, on peut l'installer comme ça, puis ça va se propager. C'est vrai aussi si on veut travailler avec des champignons saprophytes comme des pleurotes, des shiitakes, de l'île nérisson, des tramettes, des choses comme ça, du reishi. C'est tous des champignons. Si on les trouve en forêt, on peut les ramener dans le même principe, là, les mettre dans une petite boîte et propager. On pourrait le faire avec des champignons d'épicerie, sauf que c'est plus fastidieux, ça demande un peu plus de temps. Si vous êtes pressé ou que vous voulez être certain de la souche que vous cultivez, on peut s'approvisionner en mycélium, des champignons maison. Nous, c'est ça notre activité principale. On produit des mycéliums isolés qu'on offre à la culture. Donc, c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qu'on peut reproduire facilement comme ça. Si vous avez des projets de grandeur, vous n'êtes pas obligé d'acheter le mycélium pour couvrir un terrain immense. On peut acheter une petite quantité puis la reproduire comme on ferait un levain au lieu d'acheter toujours des levures. Ça, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée un peu. Non, voilà. Puis, merci, Roland. Après, on rentre dans le vif du sujet. Mais c'est un très bon point. Si on travaille avec un substrat, on ne peut pas le stériliser, mais on va quand même essayer de prendre un substrat qui est dans lequel les populations sont les plus basses. Dans ça, on va éviter la moisissure. On va essayer de ne pas prendre quelque chose qui est déjà suri, qui sent l'activité organique, tout ça, parce que ça veut dire qu'il y a une population active à l'intérieur et qu'elle va manger le mycélium. Si c'est un truc qui sent spécial, comme je dis, là, si c'est la seule chose que vous avez, moi, je conseillerais une pasteurisation passive. Donc, de le laisser sous l'eau, submerger 2 semaines, puis ensuite de le ressortir. Mais je pense qu'en 2 semaines, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose qui est un peu moins vieux, un peu moins moisi, puis de l'utiliser comme support, ou d'utiliser, dans le fond, les déchets du jardin, de faire le ménage présentement de tout ce qui est feuilles mortes, de tiges, de branches, et de prendre ça comme un paillis. Donc, la photo qu'on voit ici, comme je vous dis, il y a 2 cas d'école qui ont fait des études, là, qui ont mené des résultats d'études spectaculaires. On va décliner un peu ensemble. On parle, ce qu'on voit ici, c'est des pleurotes de l'orme avec les cucurbitacées. On a un exemple en dessous aussi où on parle de strophères rouge-vin ou de décomposeurs secondaires qui travaillent avec des brassicacées. C'est devenu des cas d'école parce que dans certaines études, on est allé jusqu'à tripler la récolte de fruits ou de légumes par la présence de champignons.
Alors, juste pour faire des précisions, tu as dit pleurote avec curcubitacée, c'est ça? Donc, curcubitacée, on parle de courge, zucchini courgette, concombre, je ne sais Ouais, les plus, melons. citrouille, melon, Mhm. pastèque, melon d'eau, cantalou. Ouais, Je fais de la traduction franco-france québécoise. c'est ça. Cornichon. Mhm. Voilà, toutes ces plantes-là. Donc ça, tu dis, ça marche super bien avec les pleurotes. Puis ensuite, tu nous as dit, mais je crois, c'est ça, hein, j'ai les brassicacées, en fait, c'est les choux. C'est toute la famille des choux. Kale, ça fait partie du chou. Radis, On a la tous moutarde, les le radis, brocoli, les moutarde. choux-fleurs. Voilà, Puis tous, en dès fait, qu'il y a un mot chou. mhm. Vas-y. C'était pour dire, puis je m'excuse, hein, on était un peu sur la course. Encore là, champignons maison, on a un article complet qui s'appelle Jardiner avec les champignons, hein, avec des photos, puis où on décline quand même bien là, la manière d'intégrer les champignons, de traiter son substrat, tout ça. Vous pouvez aussi nous écrire s'il y a des détails là, que vous voulez qu'on apporte. Mais je disais simplement, ça, c'est les 2 cas d'école qui ont vraiment, les 2 cas qui ont fait école, tu vois, pour dire, bon, ça, c'est des résultats spectaculaires. Mais je tiens à dire aussi qu'il n'y a aucune étude où les champignons ont réduit la capacité des plantes à faire à produire des fruits et à avoir des récoltes intéressantes. Ah. Donc, c'est simplement pour dire, ça c'est des classiques, mais derrière ça, c'est toujours une bonne idée d'intégrer des champignons au potager parce qu'au pire du pire, ça ne stimulera pas énormément les plantes, mais on va avoir une culture de champignons, puis au mieux, on va avoir des matchs là, heureux. Moi, je voulais prendre un petit peu de temps pour parler de 2 manières ou 2 techniques d'intégration des champignons. Donc, la première qu'on voit ici, c'est quand on a le luxe de travailler avec de l'amendement. C'est-à-dire quand quand on travaille avec un sol qu'on veut brusquer un peu, ouvrir, tout ça. Nous, on utilise souvent du carton ondulé parce que c'est intéressant parce que c'est très riche en carbone. Puis l'ondulation permet aussi d'aérer le sol puis d'en faire un peu c'est ça, de retenir. On le met au fond du sol. Si on a un sol qui s'assèche très rapidement, on peut mettre une couche d'argile ou quelque chose comme ça. Puis par-dessus, mettre le carton. Moi, personnellement, j'ai travaillé un peu avec des gens qui étaient sur un trip de lasagne. Encore là, selon moi, c'est un peu une forme de fétichisme au sens où, en quelques jours, on sait que le mycélium se propage plus rapidement à l'horizontale qu'à la verticale, tout ça. Mais en quelques jours, voire quelques semaines, tout ça va devenir un réseau assez bien densifié. Donc, moi, je préconise de faire un fond avec peut-être de l'argile, surtout du carton. Hein, si on travaille en amendement, ça veut dire qu'on creuse un peu le sol, on met un fond comme ça, puis ensuite, on va essayer d'intégrer un tiers de mycélium, un tiers de matière carbonée, puis un tiers de sol. On va les brasser ensemble. Puis, comme je vous disais, en quelques jours, voire quelques semaines, on va avoir un milieu où le mycélium s'est entièrement propagé. Si on va aux photos suivantes, je pense que ce qu'on va voir, vous voyez le sol qui avait été ouvert, dans lequel on avait mis du carton, puis dans lequel on avait intégré, ça, je sais beaucoup, avec du mycélium, avec du marc de café, avec les déchets du jardin, puis les feuilles mortes. À la fin, on a recouvert de sol. Je pense que cette année-là, il n'y avait même pas eu de paillis. On a simplement mis le sol, parce que c'est un peu plus facile pour intégrer les semis, mais aussi parce que ça retient l'humidité pour le mycélium. Puis là, sur la petite photo à droite, on ne voit pas, le champignon est caché par notre bannière, mais c'est pas très grave. Là, vous retrouverez sur l'article, sur le site. Je pense que quelqu'un, Amélia, a même cité le lien. Puis voilà, ici, on voit là, en bas, à droite, des petites pleurotes qui apparaissent comme ça au jardin. Comme je disais, dans un setup comme ça d'amendement, quand on le met dans le sol, il va y avoir une activité organique qui est assez intéressante, un sol qui devient un peu plus chaud. Puis en arrosant nos plants, on va humidifier aussi le mycélium. Donc c'est vraiment intéressant. Puis le mycélium, il va réagir à l'humidité, à la chaleur, puis à la luminosité. Donc il va aller se placer pour fructifier vraiment où ça l'avantage au mieux. Souvent, c'est comme ça fait des belles images de compagnonnage parce que les champignons vont venir enrober les pieds des plants. Ils vont se placer dans l'ombre de leur canopée. Oh yeah! Mais oui. J'aimerais venir compléter avec 2 notions par rapport, encore une fois, aux végétaux du webinaire précédent. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de végétaux avaient besoin d'humidité sans être remplis d'eau en permanence, mais que nos légumes avaient des problèmes étaient sensibles au stress hydrique. Et donc, en fait, intégrer les champignons, c'est une façon aussi de garder de l'humidité parce qu'en fait, les champignons vont agir un peu comme des éponges. Donc, on avait parlé l'autre fois aussi des arbres et que les racines faisaient un peu comme des éponges.
puis, les champignons ont cette capacité également. Donc, c'est une façon de lutter aussi contre les stress hydriques. Et la deuxième chose, c'est que j'avais aussi dit que certains végétaux étaient sensibles à des problèmes fongiques sur leurs feuilles. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes champignons. Donc, en fait, c'est pleurotes, lorsque vous intégrez des pleurotes ou lorsque vous intégrez des strophaires ou des mycorhizes, etc., ce n'est pas eux qui peuvent venir attaquer. C'est pas eux qui attaquent les feuilles de nos végétaux, parce que c'est ça, c'est un monde très large en fait. Donc en fait, on va pas parler du même être vivant, et donc il n'a pas le même comportement. Voilà, en fait. Ce mildiou-là, ou les trucs qui vont apparaître sur les feuilles, c'est des moisissures, en fait. Fait que c'est limite, il y a plus de connexion entre la bière qu'on boit ou le pain qu'on mange, puis ces moisissures-là, que les champignons, ça profite, ou les mycorhizes dans le sol. Puis à l'inverse, juste pour faire du millage, il y a certains champignons, entre autres comme le reishi, qui produisent une sporulation tellement abondante qu'on sait qu'en serre, quand on a une quantité suffisante de reishi qui sporule, on voit fondre comme neige au soleil la présence de mildiou, par exemple, ou de moisissures sur les feuilles, parce qu'ils sont couverts d'un spore qui vient bloquer. Fait que des fois, c'est comme combattre le feu par le feu. Contre-intuitivement un peu, il y a des moments où les champignons, c'est la meilleure prévention contre la moisissure. Un peu. Oui, puisqu'ils prennent la place, en fait. C'est comme pour la lutte des mauvaises herbes, entre guillemets. Le mieux, c'est de planter autre chose, que tu n'as pas de problème. Il y a Jérémy qui nous pose la question, le mycélium résiste-t-il à l'hiver au Québec? Attention, il a un peu plus précisé plus tard, dans un jardin en bac, par exemple. Mais encore là, nous, mis à part, il y a certains champignons qui sont tropicaux, ils sont identifiés comme tels, tu vois, les pleurotes roses, la Yarrick blazei, mais la plupart des champignons que nous, on offre, puis la plupart des champignons, ça profite, on les retrouve au Québec de manière rustique. C'est des champignons qui vont survivre à l'hiver. Ils vont rentrer en dormance quand ils vont sous les 4 degrés Celsius, ils vont hiberner, puis ensuite, ils vont se réveiller au printemps. Donc, c'est pas le gel qui va leur causer problème. Ce qui peut causer problème, c'est une sécheresse prolongée. Parce que ça, malheureusement, on le voit à certains moments, les gens ils font une récolte à la mi-septembre, puis après, quand il fait moins beau, ils ne retournent pas au jardin. Moi, je cueille des pleurotes jusqu'à Noël chez moi. Mais j'arrose mon jardin en novembre. À un moment donné, je ferme les hausses, puis je continue quand même à aller arroser, parce que j'ai encore de la nourriture qui se produit, j'ai des engrais verts que je veux entretenir, tout ça. Puis même, c'est très bénéfique parce que la présence de champignons dans le sol va peut-être permettre de prolonger un peu la vie utile de certains végétaux qui s'y trouvent. Mais ça va peut-être changer au niveau de... Je ne sais pas exactement comment ça peut, mais oui, ça doit être bénéfique quoi qu'il arrive. D'ailleurs, ça vient sur la question d'Amélia qui dit, est-ce qu'il y a aussi des avantages à intégrer les champignons au jardin, des désavantages, pardon, à intégrer les champignons au jardin, ou est-ce que c'est que bénéfique? C'est ça, moi, de tout ce que j'ai consulté à date, le pire des scénarios, c'est que quand on intègre des champignons, ça augmente certaines paires là, de compagnons, champignons, plantes de potager n'auront pas d'impact nécessairement sur les autres, là, sur la production de fruits, par exemple. Mais on va quand même ajouter la production de champignons. À aucun moment, moi, j'ai vu une diminution des récoltes par la présence des champignons. Fait que dans le pire des cas, on a juste des champignons de plus. Puis dans le meilleur des scénarios, qui arrive quand même souvent, on a aussi une vie plus utile. Puis au-delà d'une étude hyper froide, puis comment je dirais, segmentée, le fait aussi d'ajouter une autre culture qui est dans le sol, qui apparaît seulement parce qu'on garde le sol humide puis tout ça, ça met un autre narratif pour aller au jardin. Moi, personnellement, ça a changé beaucoup mon rapport au jardin parce qu'il y a toute une saison morte quand on jardine. Mais moi, à partir du mois d'avril, je vais à l'extérieur puis j'entretiens mon sol puis il m'offre des champignons. Contrairement à si j'avais seulement à planter, par exemple, des concombres puis des tomates où j'irais jardiner à partir de la Saint-Jean. Mais là, j'ai déjà un rapport au sol 2 mois d'avance où on voit ce qui se passe puis on le nourrit. Fait que non, c'est extrêmement bénéfique. Peut-être pour répondre encore à une autre petite question qui était sur les boîtes en carton, c'est quelque chose qui est simplement pour faciliter. Est-ce que la technique dont j'ai parlé des boîtes en carton serait seulement pour les saprophytes? Mais non, c'est une technique pour propager n'importe quel type de mycélium. Parce que le mycélium, règle générale, va simplement se propager par contact, se nourrir de matière de longues chaînes de carbone. Il va chercher un équivalent de lignine ou de cellulose qu'on peut retrouver jusque dans du marc de café, des feuilles de thé, des noyaux d'avocat ou de dattes, par exemple, mais aussi d'autres déchets du jardin. Je propose qu'on avance parce que c'est... Ouais. Ah oui, on déborde. On déborde, Gavin. Autant que vous sachiez, c'est qu'on va sûrement déborder de 30 minutes, à mon avis, puis de toute façon, ça sera visible encore après.
Je pense que c'est intéressant, je vois qu'il y a des questions, etc. Et puis c'est des questions précises, donc c'est génial qu'on puisse donner des vraies connaissances. En fait, Cindy, on va essayer de répondre à ta question au travers de de la continuité par rapport au paillage. Est-ce que tu veux nous parler de paillis? En fait, Cindy nous demande, se demande si le BRF c'est moins bien que le paillis, etc. Ouais. Moi, je suis un gros fan de BRF pour moi aussi. Plusieurs raisons. Puis ça tombe bien, on est la section comme ça. Si, par exemple, vous avez déjà un domaine permacole parfait, puis que vous ne voulez pas ouvrir le sol puis jouer dedans, on peut toujours ajouter des champignons en paillis, comme ça, qu'on va mettre par-dessus le sol. On va essayer de mettre quelques centimètres d'épais pour être sûr qu'on retient l'humidité. On pourrait même remettre un petit peu de sol par-dessus. Mais en règle générale, le BRF, moi, j'aime beaucoup. Pour les champignons, c'est très bien parce que ça donne, des fois en mycologie, on parle de vaisseau de culture. Hein, c'est-à-dire on a une culture, puis on a son habitat par lequel elle se propage. Puis le bois raméal fragmenté, il offre une densité qui permet au mycélium, en fait, de s'installer dans un copeau pour que même si vous partez une semaine en vacances où il y a une sécheresse, il y a un petit problème au niveau de l'humidité, ces copeaux-là vont garder de l'humidité plus longtemps. Puis même s'il y avait un écroulement du mycélium, ça ferait des nœuds par lesquels il pourrait se redéployer. Mais aussi pour l'aspect spectaculaire ou de la paille, on s'attend à ce que ça se dégrade rapidement. On met de la paille au sol au printemps, à l'automne, il n'en reste pas beaucoup. Mais quand on met moi j'ai mis des couches de BRF assez épaisses sur le sol, puis en dedans de peut-être 1 an et demi, il n'y en avait plus, parce que les champignons avaient entièrement dégradé le BRF. Mais oui, puis peut-être dernière allégorie, là, c'est de dire, c'est un peu comme quand on fait un feu. Hein, plus le bois ou plus le substrat est dense, plus il va alimenter longtemps la production de champignons. Et quand on met du BRF, ben on s'assure une culture un peu plus pérenne qu'avec la paille. L'exemple que je vous donne ici, si on repart là, de l'idée d'une boîte en carton dans laquelle on propagerait du mycélium à partir de nos déchets du jardin, tout ça, comme je disais tout à l'heure, on pourrait le mettre en amendement dans le sol, hein, 1/3 de sol, 1/3 de mycélium, 1/3 de matière carbonée. Mais si on veut le mettre en paillis, c'est la même chose. On a un jardin qui est déjà installé, fonctionnel, tout ça. Puis on va simplement ajouter une couche de paillis par-dessus. Puis on va bien l'arroser. Si jamais ça a l'air trop aéré, hein, s'il y a beaucoup d'espace entre les éléments, on peut marcher dessus pour l'écraser un peu. Moi, j'aime beaucoup jardiner en butte parce qu'on voit vraiment l'effet du mycélium puis de la butte qui respire. Si tu veux, au printemps, j'arrive, elle est vraiment au sol. Je prends tous mes déchets, je la mets dans le sol, je mets du mycélium, elle grossit. Puis à l'automne, elle est retournée presque à plat. Tu vois, puis là, on a ce cycle-là où on voit un peu le sol respirer. Puis moi, ça m'inspire. Il y a Amélia qui demande s'il existe des ressources, des blogs, etc. Alors moi, je peux te répondre rapidement pour savoir si on peut prévenir quelle maladie, le mildiou, etc. En fait, que je connaisse, non. Par contre, il faut savoir que le mildiou, c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mildiou, l'oïdium, etc., ce sont des champignons qui viennent sur la surface des feuilles. Et donc, il y a toute une théorie de personnes qui font ce qu'on appelle du thé de compost. Le thé de compost, c'est le nec plus ultra récupéré de compost très bien fait. Ce sont des techniques très poussées. C'est pas le petit compost que je fais dans mon jardin, par exemple. Ce sont des composts vraiment... c'est des spécialistes qui font ça, hein, qui ont fait des formations assez longues pour savoir ce qu'ils font. Et en fait, de là, on peut extraire ce qu'on appelle un thé de compost. Et ce thé de compost, en fait, il propose, par exemple, de pulvériser sur les feuilles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on parle exactement de la même chose pour les champignons ou pour les dites mauvaises herbes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de coloniser de bonnes bactéries et de bons micro-organismes les feuilles, afin que le mauvais champignon qu'on ne veut pas n'ait pas l'espace pour. Ça marche pareil sur notre peau en réalité. Hein. Notre peau, en fait, si elle a les bactéries qu'il lui faut en surface, elle ne se fera pas attaquer ou très rarement attaquer. En fait, on a des problèmes d'attaque fongique sur la peau ou de bactéries. Alors, je ne parle pas de maladies qui viennent de par le sang sur la peau, je parle bien de maladies extérieures qui viennent par-dessus la peau. En fait, on les a, entre guillemets, uniquement quand notre protection bactérienne superficielle de nos mains sont fragilisées. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'ont certains infirmières, médecins, etc. Parce qu'à force de se laver les mains, ils cassent cette barrière-là de protection et des fois, ils ont des problèmes de peau à cause du fait que c'est trop stérile. Et donc, pour le mildiou et ce genre de champignons-là, en fait, on se rend compte qu'il y a deux choses. La première, c'est comment coloniser à la place pour prendre le dessus sur les feuilles, par exemple. Donc, il y a, par exemple, cette idée de thé de compost. Et la deuxième, c'est aussi comment faire pour ne pas créer l'habitat
favorable à ces champignons. Et entre autres, ils n'aiment pas la sécheresse, ils n'aiment pas le stress hydrique. Donc c'est pour ça, par exemple, que ça va être des plantes où des fois on va s'amuser à enlever quelques feuilles pour permettre une aération. C'est ce que font beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans les tomates en serre, parce qu'en serre, l'humidité est encore plus gardée et c'est bien pour plein de raisons, sauf que ça va aussi favoriser l'attaque de certaines maladies. Et pour favoriser l'aération, ils vont enlever souvent les premières feuilles des plants de tomates. Comme ça, il y a une circulation d'air qui se fait et ça va sécher plus facilement les feuilles. J'espère, Amélia, que j'ai un peu répondu à ta question. Je propose, Geoffroy, qu'on continue par rapport au paillis. Est-ce que tu voulais nous en dire plus? Ouais, tu vois, on peut aller sur les dernières images parce que c'est assez similaire. C'était juste, bon, on a une petite photo encore là de compagnonnage, comme je disais, qui vient vraiment enrobé, là, tu sais. C'est ça, en anglais, ils ont des petits slogans là, faits d'acronymes. Puis à la droite, ce qu'on voit, c'est la différence entre un plan à gauche, sur la photo de droite, le plan de gauche qui a été dans un bac contrôle, sans champignons, puis le plan de droite qui a été dans la même contexte, c'est son voisin, mais dans un sol où on avait intégré des champignons. Puis c'est pour dire, tu vois, la plupart des études que moi j'ai vues en compagnonnage, c'était principalement à partir d'un ajout de champignons en paillis. Donc, tu vois, c'était surtout la notion pour laquelle on disait on a un paillis enrichi qui permet la production de champignons. Puis à chaque arrosage, on a dans le fond l'eau qui apporte des nutriments vers les racines. Fait que c'était simplement le fait, la présence des champignons elle-même avec le substrat, puis le fait qu'elle dégrade la matière ligneuse, libère des nutriments qui sont amenés par l'eau vers les racines. Nous, c'est ça, on travaille sur un protocole pour aller mesurer l'effet de l'intégrer directement dans le sol, parce que je crois que c'est un effet qui peut être beaucoup plus notoire. Mais ça, c'est l'idée. Puis encore là, si on veut nourrir son paillis, dans la même idée, si on fait quelque chose d'assez épais, là, par exemple 12 cm, à la fin de la saison, il va être réduit peut-être du 2/3. Mais si on veut le nourrir, comme le mycélium se propage par contact, on n'a qu'à redéposer une couche de paillis. Puis si on est des jardiniers un peu efficaces, nos productions de végétaux vont nous offrir des déchets qui peuvent être mis directement comme un paillis. À ce moment-là, on a un cycle vertueux. On nourrit le sol, on aérone du sol. Oui, alors souvent pour le cycle vertueux en compagnonnage, en permaculture, on se rend compte qu'il faut souvent intégrer du vivant. Donc déjà, on est avec le champignon, on intègre du vivant. Puis par exemple, intégrer du vivant, c'est aussi intégrer du paillis vivant. Donc on va un couvert de trèfle, voilà, bref, qui est une fabacée. Donc bref, on re-rentre un peu dans un truc que j'ai expliqué la semaine dernière. Puis on va peut-être en reparler la semaine prochaine aussi, quand on va parler un peu plus de forêts nourricières, de corridors écologiques et de biodiversité. On va essayer d'avoir un regard un peu plus large. Si c'est correct pour toi, je propose que l'on passe dans la partie insectes. Ah oui? Parce que maintenant, la question, c'est comment fonctionnent les insectes. On va faire un peu le même panel. Je vais y aller beaucoup plus vite, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont venus spécialement pour les champignons. Puis, si le monde des insectes vous fascine, en fait, il y a tout à découvrir. Il faut comprendre, en fait, que ce que vous parle Geoffroy, par exemple, de ce monde de champignons et qu'est-ce qui se cultive avec quoi, en fait, on n'a pas beaucoup de connaissances. Il n'y a pas eu beaucoup de tests, il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentations comparé à l'agriculture depuis toujours, et puis on a perdu des savoirs. Donc, en fait, on devient nous-mêmes les explorateurs et le laboratoire vivant de ces expériences, et c'est pour ça qu'il faut les partager. On a beaucoup plus de connaissances sur comment faire pousser une tomate que comment faire des associations de culture champignons-tomates, par exemple. Au niveau des insectes, en fait, ce que je voulais vous dire, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est cette idée qu'en fait, il existe des insectes. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le règne des insectes ou des invertébrés, il y a les herbivores et les carnivores. Puis des fois, il y a même des espèces d'omnivores. Donc voilà. On est avec cette idée que là, ici, on a des criquets et des pucerons. Et voilà, ça, par exemple, c'est typiquement des herbivores. Les herbivores, chez les insectes, très souvent, vont moins vite. Alors, le criquet, vous allez me dire, ça va, c'est une sauterelle, je dis n'importe quoi. Ça va, ils peuvent se déplacer vite, mais une des petites choses qu'on peut se dire, c'est un puceron, vous voyez, ça va tout lentement, à peine si ça se déplace. Comparé à une coccinelle, par exemple, c'est très, très différent. On a
les pucerons, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des insectes dits herbivores, soit ils vont manger la feuille, soit ils vont se nourrir de la sève des feuilles, par exemple. Ça va dépendre. Voilà, on a de tout. Voilà. Donc, ensuite, pour les carnivores. Alors là, je me suis amusée à mettre deux carnivores que j'aime bien. Puis que, ah, Hélène, merci pour le mot criquet. Tu vois, bah, tu les reconnais beaucoup mieux que moi. C'est normal, j'imagine, mais merci beaucoup. Pour le côté insectes dits carnivores, on a quand même, j'ai fait exprès d'en mettre un qu'on trouve un petit peu bizarre peut-être. Celui d'en bas, en fait, vous le connaissez peut-être pas, ou peut-être vous le connaissez, mais quoi qu'il arrive, ça arrive souvent qu'il soit dans votre jardin. Tout simplement parce que c'est une larve de coccinelle. En fait, la coccinelle, avant de devenir une coccinelle adulte comme on connaît, bien rouge avec des points ou bien jaune avec des points, en général, elle ressemble à ça. Et l'avantage de ce petit carnivore-là, c'est qu'il adore les pucerons. Et puis, comme il ne peut pas voler, il va rester sur votre plante. Et il va en manger beaucoup par jour. Il va manger, je crois que c'est de l'ordre de 25 pucerons par jour, un truc comme ça. Donc, c'est quand même énorme. En général, il va y en avoir plusieurs. Donc, en fait, ce qu'on aime faire, c'est apprendre à reconnaître les œufs de coccinelle, les larves de coccinelle, parce qu'en fait, eux, c'est sûr qu'une fois qu'ils vont éclore, on va en avoir plein et puis elles vont rester sur nos plantes et puis on peut même prendre nos, nos larves de coccinelle et aller les mettre sur un autre végétal qui, lui, a plus, par exemple, de pucerons, si c'est le cas du puceron. Et puis, j'ai mis aussi une jolie libellule. Cette photo est plus qu'arrangée, ça se voit, mais tant pis, je voulais la mettre en beauté. Hélène, tu me diras si je dis une bêtise, mais de ce que j'ai cru comprendre, la libellule est le carnivore le plus rapide au monde, le plus efficace plutôt au monde. Et là, je vais le comparer avec nos amis les lions ou je ne sais quoi, qu'on est toujours en train de fantasmer. Mais en gros, une libellule, une fois adulte, je crois que c'est 96 ou un truc comme ça, ou 95% des fois où elle chasse une proie, qu'elle l'attrape. Donc c'est quand même énorme. Elle a une capacité de vol qui est quand même assez incroyable. Bref, on est sur des insectes super passionnants. Par contre, la libellule, évidemment, on en voit un peu moins dans nos jardins parce que c'est beaucoup plus aquatique, tout simplement. Ce qui est important de comprendre, parce que évidemment, il y a énormément d'insectes différents. Il y a énormément de cycles de vie d'insectes. Donc, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les gens, en général, ils deviennent spécialistes des insectes qu'ils ont dans leur jardin. Tout simplement. En fait, on devient spécialiste de ce qu'on trouve dans son entourage et dans son environnement propre. Donc, ce que je conseille, c'est que lorsque vous trouvez un insecte que vous ne savez pas ce que c'est, avant de décider de le tuer, déjà d'aller googliser euh, ah, c'est une libellule qu'on dit. Merci Hélène. Googlisez tout simplement ce que vous voyez. Insectes avec des ailes plutôt violet sur une tomate. Je dis n'importe quoi, je ne sais même pas de quel insecte je parle, mais en fait, très souvent, vous n'êtes pas la première personne à avoir décrit ça comme ça, et très très souvent, vous allez retrouver par photo. Vous pouvez vous tromper, mais c'est quand même un bel indicateur de début, surtout quand on est tout seul et qu'on n'a pas d'entomologiste sous la main à qui on peut demander. De là, en fait, l'idée, c'est de comprendre leur cycle de vie. Comment ils naissent, où ils naissent, quel est leur habitat quand ils naissent, etc., etc. Là, en fait, je vous ai mis le cycle de vie de ce qu'on appelle une guêpe parasitoïde. Alors, la guêpe parasitoïde, on aime beaucoup, il en existe plein d'espèces différentes. La guêpe parasitoïde, c'est une petite guêpe qui ressemble vraiment pas aux guêpes dans notre imaginaire qu'on se fait, mais qui, en fait, la femelle adulte, eh ben, en fait, elle pond, tenez-vous bien, dans les pucerons. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle est parasitoïde. Elle va aller mettre son œuf dans le puceron. Son œuf, une fois éclos, eh ben, en fait, la petite larve à l'intérieur va commencer à manger le puceron de l'intérieur. Et en fait, on peut observer, par exemple, dans le jardin, des pucerons dits parasités. En fait, la couleur du puceron change. Donc, en fait, c'est quelque chose à observer. Quand vous avez une plante avec des pucerons dits parasités, en fait, il faut les laisser sur place. Ils sont en train de se faire bouffer et en fait, vous avez vos carnivores qui sont directement sur place, qui vont éclore. Donc, il faut vraiment laisser les pucerons parasités sur place. C'est vraiment... c'est superbe. Tu Puis dis quand, change de couleur. Comment on observe la différence? mais en fait, il existe plusieurs couleurs de pucerons. Alors c'est ça qui est un peu compliqué de juste répondre comme ça. Mais on va dire qu'on a une tendance en général un peu verte du puceron. Il y a pas que, il y en a qui sont plus marrons, etc. Donc c'est compliqué de dire juste, mais en fait ça va donner une idée. Et en fait, souvent ils vont tendre vers un marron gris
quand ils sont parasités. Donc voilà. Donc en fait, mais très très souvent, ils vont être à côté de d'autres pucerons qui sont pas encore parasités. Donc c'est très simple. Si vous avez sur une plante des pucerons, très souvent, si vous avez deux couleurs de pucerons sur la même plante, il y a de fortes chances qu'il y ait une partie des pucerons qui soit parasitée. Ça peut donner une idée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pucerons qui sont spécifiques, spécialisés de certaines plantes. Et c'est là aussi où on va jouer et qu'on va voir la semaine prochaine comment on peut jouer avec tout ça, comment on élève du puceron qui va pas parasiter nos plantes pour avoir les prédateurs qui arrivent en avance, c'est ce qu'on appelle les insectes auxiliaires en général. Et puis il faut comprendre qu'il faut les nourrir. Les adultes par exemple, et ben ils vont pas manger des pucerons, eux ils vont manger du nectar de certaines fleurs, plutôt des apiacées. Donc en fait il faut comprendre un petit peu tous leurs besoins, etc. pour pouvoir les conserver au jardin. Et c'est ça, essayer de comprendre quels sont leurs cycles de vie, quelles sont leurs nourritures, quel style d'eau ils ont besoin. Certains insectes ont besoin d'eau claire, d'autres ont besoin d'eau stagnante. Après, on n'est pas obligé de leur faire une mare d'eau stagnante non plus, mais juste pour comprendre. Comprendre où c'est qu'ils passent leur hiver, sous quelle forme, leur territoire de déplacement, à quel point ils peuvent se déplacer loin ou pas, quels sont leurs prédateurs, les maladies. On peut se jouer aussi à comprendre l'origine géographique. C'est aussi pour ça que les coccinelles asiatiques ne fonctionnent pas comme nos coccinelles de chez nous, parce que en fait, elles ont pas ce cycle hivernal comme nous. Donc en fait, l'hiver, elles ont froid et elles veulent vite se réchauffer. C'est pour ça qu'elles arrivent en grand nombre sur des trucs très très chauds en automne. Elles cherchent à se réchauffer. Bref, elles ont un comportement forcément différent parce elles viennent tout simplement pas de chez nous. Et puis voir aussi si elles sont utiles, entre guillemets, pour l'être humain. Ça, c'est toujours une vision utilitariste, mais là, on parle d'un jardin, donc on parle bien de l'idée de vivre ou de cohabiter avec elles, en tout cas, ou avec eux. Je voulais aussi mettre en perspective un petit peu cette idée que encore le maïs, vous voyez, je suis fan du maïs en fait. Moi, je crois que la mille-palle, maïs, tout ça, j'adore. Il faut comprendre qu'en fait, il y a différents styles de défense des végétaux et entre autres, le maïs il se fait régulièrement attaquer par une chenille spécifique au maïs qui vient en fait dans les graines de maïs et manger le maïs. Donc de temps en temps, si vous avez fait du maïs, c'est possible que vous ayez ouvert vos épis de maïs et trouver des chenilles. Mais il faut savoir qu'en fait, ce végétal a une technique qui est très bien, qui est bien à lui, qui est au lieu de lutter contre la chenille directement, eh ben, il appelle des guêpes. Alors encore une fois, ce sont des guêpes très spécifiques à ce maïs, qui vivent sûrement dans d'autres conditions aussi, mais je veux dire, euh, le maïs appelle un certain style de guêpe. Il ne va pas forcément appeler des guêpes parasitoïdes, par exemple. Et ces guêpes-là vont manger ces chenilles. Le maïs offre donc le gîte et le couvert, puisqu'en fait, elle va offrir le fait de manger directement les chenilles, mais également le gîte, parce que les guêpes vont vivre dans, entre la tige et la feuille. Et d'ailleurs, quand vous faites pousser du maïs et que le maïs a fait son travail d'appeler ses petites guêpes, bah, en fait, pour aller récolter le maïs, c'est un peu compliqué parce que on se fait un peu attaquer. Ça m'est déjà arrivé et c'était assez drôle. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on peut associer. La dernière fois aussi, je vous avais parlé des fameuses plantes, les lamiacées. C'est cette famille de plantes médicinales, de plantes euh, odorantes qui en fait vont avoir une double interaction avec les insectes. Donc d'un côté, ce sont des insecticides naturels pour certains insectes, et de l'autre côté, quand elles vont fleurir, ce sont ce qu'on va appeler des plantes très très mellifères. Elles vont appeler d'autres styles d'insectes qui vont venir butiner les fleurs. Donc en fait, on aime beaucoup mettre des lamiacées un peu partout. C'est rare qu'elles rentrent en concurrence avec d'autres. On évite la menthe parce que la menthe c'est une vraie invasive. La mélisse aussi est une vraie invasive, donc il faut quand même les maîtriser un petit peu. Je vous invite à faire de la lecture là-dessus si vous voulez intégrer de la menthe ou de la mélisse dans votre jardin en compagnonnage, mais c'est vraiment quand même, ce sont des plantes super intéressantes à introduire. Voilà. Je voulais vous parler. Ah oui, le fameux cycle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, tomates, pucerons, fourmis, coccinelles. Mon Dieu, je pense que quand on a un potager, on s'imagine souvent, on voit ça, on voit des pucerons sur nos tomates, on voit d'un coup des fourmis. Ça peut arriver ailleurs, en fait, et des coccinelles qui peuvent arriver derrière.
Je vais vous expliquer ça assez rapidement au travers de la tomate, mais ça peut être sur plein d'autres végétaux, évidemment, qui se font attaquer par des pucerons. Il faut savoir que avant nous, la fourmi était une agricultrice et elle, je crois qu'elle a même fait de l'agriculture de champignons, si je dis pas de bêtises, Geoffroy. Ah oui, elle nous dépasse encore. Hein? Fait qu'il y a plusieurs variétés de champignons que la fourmi cultive, puis que nous, on ne peut pas cultiver sans son aide. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Et en fait, merci. Et en fait, la fourmi fait aussi de l'élevage. Donc, elle cultive des champignons, elle élève des pucerons parce qu'elle va récupérer le fameux miella. C'est-à-dire que le puceron, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va boire de la sève de végétaux. Pourquoi? Encore une fois, il vient chercher le sucre. En fait, c'est toujours une histoire de sucre. Je vous dis, les végétaux, c'est une histoire de sucre en général. Mais sauf qu'une sève, c'est très sucré. Mais il y a beaucoup plus d'eau que de sucre. C'est d'ailleurs comme ça quand on prend de l'eau de bouleau ou de l'eau d'érable. Pourquoi on la fait bouillir après? C'est pour pas pour le bouleau mais pour l'érable. C'est pour en fait enlever de l'eau et garder que le sucre. Et ben, il faut comprendre qu'en fait le puceron il fait un peu la même chose mais dans son corps et donc en fait il va extraire de son corps, il va comme suer une espèce de liquide qu'on appelle du miella, qui est beaucoup plus d'eau, puisqu'il va garder énormément de sucre, mais qui va rester là. Et la fourmi, elle va manger là, en fait. Elle va manger ça. Donc, elle va traire, vraiment comme nous, on traite les vaches, elle va traire les petits pucerons pour récupérer le miella. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Vu que c'est son élevage, elle fait comme nous quand on fait de l'élevage, eh ben, on va le protéger des ennemis. Les ennemis, c'est qui pour elle? Ben, ce sont les fameux insectes carnivores qui pourraient venir manger les pucerons. Donc, on parle de coccinelles, on parle de guêpes parasitoïdes, puis il y en a plein d'autres, en fait, en réalité. Donc, en fait, elle va venir les défendre. Et c'est pour ça que très souvent, on dit que lorsqu'il y a des fourmis avec des pucerons, eh ben, en fait, on a 30% de pucerons en plus, tout simplement parce que la fourmi va défendre son troupeau de pucerons, si on, si on peut dire ça comme ça. À savoir que c'est pas quelque chose qui est sans fin, dans le sens que ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement introduire beaucoup plus d'insectes prédateurs, comme justement des larves de coccinelle, par exemple, ou même des pucerons parasités. On peut récupérer des pucerons parasités de d'autres plantes qu'on vient mettre directement sur notre plante qui a plein de pucerons. Et en fait, au fur et à mesure, il y a une espèce d'équilibre qui va se jouer. Il faut savoir que, globalement, une fourmi n'attaque pas une plante. Globalement, une fourmi, en général, va creuser le sol, va aérer le sol, et elle est là souvent pour une raison. En fait, pour moi, une fourmi, quand je vois une fourmi dans une plante, je le vois comme un indicateur de quelque chose. Par exemple, ça peut être un indicateur qu'il y a des pucerons. Ça peut être un indicateur qu'on est sur des premières inflorescences printanières et qu'elle va chercher du sucre sur ces fleurs-là. Donc, en fait, la fourmi, en tant que telle, n'est pas contre la fourmi en tant que telle. Ça n'a pas de sens. C'est un indicateur. On va l'observer, on va essayer de comprendre ce qu'elle peut amener. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir, je ne sais pas vous là, mais beaucoup de gens, des fois, se posent la question, j'ai une fourmilière, comment je fais pour détruire la fourmilière? Mais non, pourquoi pourquoi alors, Olivier me demande comment le maïs appelle les guêpes. En fait, c'est souvent par des odeurs, en fait. En fait, les plantes sont des machines à produits chimiques. Et donc, en fait, ils vont pouvoir, euh, tout comme tu vas sentir de la menthe, et ben, il va y avoir une odeur spécifique maïs guêpe qui va appeler ces guêpes. C'est très très souvent sous cette forme-là hein, que les plantes communiquent entre guillemets ou vont faire des appels au travers de petites particules odorantes et très légères pour qu'elles puissent se propager dans le vent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire gazelle, acacia. En tout cas, je vous invite à aller faire une petite recherche. C'est passionnant comment les acacias tuent les gazelles, des fois. Enfin bref. Encore un autre invertébré que l'on aime, c'est le ver de terre. Et là, en fait, ce que j'ai voulu vous montrer, pourquoi le ver de terre, on l'aime parce qu'on aime ses excréments. En fait, on aime beaucoup, beaucoup les excréments des insectes. C'est de la nourriture pour les plantes. C'est pour ça qu'un sol riche, paillé, avec des champignons humides, mais ça va être
plein de vie, plein d'autres micro-organismes, plein de microphones, et en fait, ça va nourrir les plantes, même au travers juste des excréments. Là, les vers de terre, c'est encore tout un monde. Là, comme vous pouvez voir, en fait, il y a comme 3 familles, 3 espèces de vers de terre, et au milieu de ces espèces, il y a plein de variétés différentes. Donc, en fait, selon les espèces, ils vont aller très profond, ils vont rester en surface, ou ils vont aller plus ou moins profondément. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils aèrent le sol énormément en faisant toutes ces galeries. Pour la petite parenthèse, pour la petite histoire, on dit qu'en fait, il n'y avait pas de vers de terre au Québec, en fait, avant l'arrivée des colons. Donc, je ne sais pas si Hélène est encore là et si elle en sait un peu plus, mais en tout cas, on pense que ce sont les colons et aujourd'hui, les pêcheurs, quand ils arrivent avec leur canne à pêche et leur vers de terre, asiatiques souvent, qui font que les vers de terre ont commencé à envahir le Québec, et on se pose un peu la question de qu'est-ce qui va se passer au niveau des forêts. Pour l'instant, visiblement, il n'y a pas de grands changements. Par contre, quand on fait de l'agriculture, on aime bien quand même avoir des vers de terre. Donc c'est un peu cette espèce de double regard. Puis, vas-y Geoffroy. Ah ouais, non, mais c'est fascinant. Hein? Mais parce qu'il y a deux choses. Moi, je ne savais pas qu'il avait été introduit nécessairement les vers de terre comme ça, mais au niveau de l'agriculture, comme tu dis, autant on bénéficie qu'il y ait des vers de terre, autant pour certains, il y a des techniques qui vont être utilisées, par exemple, où on sait que les pleurotes ou les strophères, ils vont libérer des enzymes qui peuvent paralyser les nématodes. Fait que pour des tout petits vers de terre, on sait pour les mycorhizes, si vous avez le temps, là, sur YouTube, on trouve des vidéos où les mycorhizes dans le sol font des lassos pour capturer les vers de terre, les nématodes en fait, pour en absorber, c'est ça, une série de nutriments, puis le réinvestir dans d'autres pièges. Mais c'est juste pour dire, c'est quelque chose qui se promène là, parce que à partir de 4 ou 5 degrés, le mycélium se réveille, puis il y a des enzymes qui vont parvenir à paralyser principalement les nématodes, puis à les manger. Fait que je sais que c'est quelque chose qui se répand assez bien présentement dans la culture de l'ail, par exemple, ou de tout ce qui est des légumes racines. Ouais, c'est mon petit. Bah, merci. On est en fait, c'est vraiment des mondes qu'on découvre ou qu'on redécouvre. Et puis, en fait, il y a le côté scientifique qui arrive parce que, en fait, avant, il y avait des observations humaines, puis là, de plus en plus, on fait des études dites scientifiques. On redécouvre des choses qu'on savait déjà ou peut-être qu'on savait moins bien expliquer. Hélène nous dit qu'elle ne saurait pas dire d'où. Par rapport aux vers de terre, mais elle sait qu'ils ne viennent pas du Québec. Voilà. Donc, merci je suis vraiment contente que tu sois là parce que tu viens pouvoir compléter ce qu'on raconte. Et puis, Amélia demande à quel point on peut rajouter des vers de pêche direct dans les jardins s'il n'y en a pas en grande quantité. Et bien, tu vois, je me suis beaucoup posé cette question, à savoir que moi, je pense que nos vers de pêche ne résistent pas forcément aux hivers. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû se poser la question et moi, ce que je ferais le mieux, c'est de... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est ça, c'est qu'il te faut quand même des vers qui soient capables de résister à nos hivers, sinon c'est un peu comme perdre notre écosystème. Ce que je dirais, c'est... En fait, le compost en a souvent. En fait, c'est de cultiver du ver de terre quelque part. De cultiver du ver de terre de chez toi. Ou sinon de trouver quelques vers de terre dans un sol d'un ami à toi et de leur donner plein à manger et de débrouiller pour faire un gros vermicompost à ciel ouvert pour nourrir tes vers de terre et les réintroduire. Ça peut être ça, mais je ne sais pas pour les vers de pêche lesquels, j'imagine certains, puisqu'il y en a qui vivent de ça. Il faudrait se renseigner mieux que ça. Puis des fois aussi, on voit l'idée de notre anthropocentrisme d'agir sur ce qu'on veut cultiver, rajouter du verre parce que je veux plus de vers de terre, mais des fois aussi de travailler un sol pour qu'il respire mieux, puis qu'il y ait plus de matière pour nourrir les vers de terre. Des fois, ça a des effets. Tu vois, moi, j'ai fait un reverdissement sur comme une cadastre complète. On a arraché l'asphalte, puis on a mis comme 2 pieds de copeaux puis de mycélium. Tu vois, puis il n'y avait pratiquement pas de terre. Puis en quelques mois, on avait des populations énormes de vers de terre, tu sais. Voilà. Moi, je voudrais plus comme un indice que notre sol était en santé. Oui, c'est ça, parce que le ver de terre se reproduit très rapidement de toute façon. Donc, là, je vous fais un gros blanc. Ce que je propose maintenant, c'est de passer à des questions-réponses. Je ne sais pas si on a vraiment pu... Parce que ce sont des mondes incroyables, donc c'est très complexe de pouvoir en parler rapidement. On a déjà dépassé pratiquement d'une demi-heure notre webinaire. Donc, je propose en fait un temps de questions-réponses. Je sais qu'on a essayé de répondre quand même au fur et à mesure de ce que... Ben moi, tout à l'heure, tu vois, j'avais une question que j'ai pas pu, à laquelle j'aurais voulu répondre, puis en même temps en profiter pour en faire
pour publiciser ça, mais c'est Rémi Lemelin là, qui demandait un peu justement si on pouvait trouver autre chose en termes de mycélium, qu'il y a des kits là, prêts à pousser, tu vois. Puis donc, comme je disais, pour moi, la première chose qui m'a amené à la permaculture, c'est la notion que les déchets, c'est des ressources qu'on abandonne. Puis nous, on a développé toute une champignonnière à travers nos activités qui fait qu'à la fin du processus, on a des blocs de culture qui ont déjà produit des champignons. Donc nous, on les offre pas vraiment au vaste public parce que c'est un peu moins séduisant que juste on l'ouvre, ça fait des champignons. C'est vraiment littéralement une semence de champignons. Il faut la reproduire ou l'intégrer là, comme avec les manières dont on a parlé aujourd'hui. On n'a pas encore publicisé beaucoup, mais en tout cas, je vous dis à vous que si ça vous intéresse de nous écrire, on a à chaque semaine, on a de la pleurote bleue, pleurote de l'orme, certainement. Il y a d'autres variétés, mais si ça vous intéresse, juste nous contacter par Facebook ou par courriel, qu'on puisse en parler, parce que pour nous, on ne peut pas les jeter, mais on ne peut pas les empiler. Puis ça fait des trucs qui sont à peu près au tiers du prix d'une trousse, puis qui permet de travailler au volume. Et ça, c'était juste un truc que je tenais à vous laisser savoir. Merci, c'est bien important. Au niveau des questions, j'ai l'impression que c'est pas mal, qu'on a. En tout cas, vous pouvez aussi penser à vos questions pour la semaine prochaine, puis on essayera. Je vais en profiter justement pour dire je vois qu'il y a quand même. Ah ouais, Léopold. Oui. Bon, j'ai pas le terme latin, mais c'est un ondo. C'est un champignon là, qui vit à l'intérieur des tiges de plantes. Fait que c'est comme super impressionnant. Le champignon qui dégarde le plastique sur papier ou sur pétri, c'est fantastique. Dans la vraie vie, on n'arrive pas à le faire vivre dans un milieu en plein air, si tu veux. Fait que je pourrais te retrouver le nom, là, je ne l'ai plus par cœur, mais je sais qu'il y a un problème de mise à l'échelle. Et après, on pourra s'en reparler peut-être en détail là, dans le privé. Mais il y a d'autres manières de gérer le plastique avec le mycélium. Merci. J'espère que ça a répondu, qu'on a répondu un peu à toutes vos questions. Donc, c'est quoi la suite? Ah oui, c'est ça que je suis perdue moi aussi. Donc, la semaine prochaine, en fait, on va faire notre dernier webinaire de cette triptyque de webinaires sur le compagnonnage. En fait, vous voyez, on va de plus en plus. Le premier, c'était vraiment les végétaux du potager. En fait, c'est un tout petit monde. Puis, je vous ai parlé de certains végétaux. Donc, c'était facile de rentrer dans les détails. Cette semaine, on rentre sur les champignons et les insectes. Vous voyez bien qu'en fait, on pourrait comme parler pendant chaque insecte peut être une thèse en soi. Puis, on les connaît pas tant. Puis, voilà. La semaine prochaine, il y aura Jean Vianney. Jean Vianney, ça a été mon collègue de ferme, quand on avait notre ferme en France, et également mon collègue de formation quand je donne des formations en France. On les donne ensemble très souvent. Et lui, en fait, est beaucoup plus spécialiste de la chaîne alimentaire, la biodiversité dans un paysage. Donc, en fait, c'est l'agriculture et le paysage autour. Et comment on joue justement avec des insectes, entre autres. Son père est un des spécialistes des insectes qui travaille avec l'INRA, des paysans qui travaille avec l'INRA, etc., pour justement tout ce qui est insectes auxiliaires. Donc, il pourra aller dans des détails beaucoup plus loin que moi aujourd'hui. On aura aussi Clément Badra qui est en fait un spécialiste des corridors écologiques urbains. Donc, lui, il est à Montréal. Donc voilà, il va aussi nous parler un peu de ce que c'est un corridor écologique urbain versus ce qu'on entend par corridor écologique dans les campagnes. C'est quoi la différence ou des choses qu'il faut qu'on regarde. Il y a moi, bien sûr, qui serai là pour continuer à faire les interactions, à parler de biodiversité et aussi comment on le fait au sein d'un potager, comment on peut faire une forêt nourricière aussi au travers de tout ça. Vous comprenez que la semaine prochaine, en 1h15, on ne va pas vous expliquer de A à Z comment faire une forêt nourricière. C'est bien plus complexe que ça. Il existe des formations de plusieurs jours spécialisées juste pour ça. Donc, on va essayer juste d'intégrer de la biodiversité au milieu du compagnonnage. Et puis, évidemment, Geoffroy sera avec nous encore une fois pour compléter ses savoirs. On va essayer de structurer également ce webinaire-là. Mais je vous invite dès maintenant, en fait, à nous faire parvenir vos questions parce qu'on pourra jouer, vu qu'on va être 4, on va pouvoir jouer beaucoup plus, à faire beaucoup plus de temps de questions-réponses peut-être. Tout simplement pour être encore plus précis, essayer voilà. Donc, si vous avez vos questions en amont, on va pouvoir un peu préparer nos réponses et s'il y a besoin de faire de la recherche, afin de pouvoir vous dire le nom exact d'un être vivant ou quelque chose comme ça.
Voilà pour moi. Geoffroy, veux-tu rajouter quelque chose? Oh non, non, c'est toujours un plaisir. Non, mais c'est toujours un œuvre d'essayer de rester concis. Là. Mais oui, fait que non, je me force pour pas trop parler. Hélène Dupuis de Monde, là, je sais pas, tu sais, nous, ça me fait plaisir de partager ces connaissances-là. Comme disait Christelle, c'est quelque chose qui est toujours c'est un travail complexe. Pour ça, nous aussi, on offre des services d'accompagnement parce que c'est un peu comme le reste, on peut en parler longtemps, mais finalement, il y a une série de choses Christelle, comment, quand on fait des ateliers hors COVID, là, on invite les gens à se salir les mains, à prendre la matière, à faire la rencontre là, directement. Puis ça amène plein de questions et de dynamiques. Nous, on ne peut pas faire ça présentement. Fait qu'on offre une série de services comme ça pour accompagner un peu sur des projets concrets, pour être capable d'aller dans les détails avec vous pour les gens qui en ont l'intérêt et le besoin. Hélène demande, c'est ça, si c'est possible de s'approvisionner chez nous. Ben ouais, nous, c'est comme ça qu'on finance là, nos activités, c'est à travers la vente de mycélium. Comme je disais, on a un mycélium qui est, si vous avez si vous vous sentez à l'aise d'acheter une semence qui ne pourra pas fructifier sans être reproduite, moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous approvisionner. Ça revient moins cher. Nous, ça nous aide aussi. Puis sinon, c'est ça, on a des produits qui se retrouvent sur les sites. Mais surtout, comme disait Christelle, c'est précieux de nous aider à nous préparer un peu d'avance pour être capable de répondre à des questions pointues. Puis dans le même ordre d'idée, s'il y a des choses qui, vous savez d'avance, qui ne seront pas couvertes par la formation prochaine, c'est des choses aussi, nous, on a plein d'idées en tête, mais on veut pas, on a le temps et les moyens qui font qu'on ne peut pas se lancer surtout en même temps. Donc, s'il y a des choses qui sont d'intérêt pour vous, de le manifester, puis ça nous aidera à enligner un peu la suite des choses. Je t'en ai parlé de la relation déchets domestiques, construction des sols. Moi, ça m'inspire beaucoup. Mais bon, c'est à savoir s'il y a des choses qui vous inspirent de nous en faire part. Exactement. Eh ben, je crois qu'on peut rester là-dessus, puis on peut déjà vous remercier encore de l'intérêt, d'être curieux, c'est toujours important pour nous, puis de vos contributions encore pour ceux qui ont pu contribuer, puis évidemment d'avoir permis que ça soit en accès libre. Ça, c'est très généreux également. Pour nous, une contribution, ça peut être un merci personnalisé, ça peut être un partage, ça peut être parler de nous, ça peut être une contribution financière. C'est large et on croit qu'on peut aussi apprendre à fonctionner comme ça petit à petit pour le bien de tous. Même voilà. Un petit peu juste mais comme tu dis, moi, ce qui me ferait extrêmement plaisir comme contribution, c'est des gens qui ont été là pendant l'heure 45 qu'on a passé ensemble. Personnellement, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est s'il y a des gens qui sont capables qui peuvent résumer ce qu'ils ont appris aujourd'hui puis le propager. Tu vois, puis de simplement dire qu'on a participé un peu à faire circuler des connaissances parce que, comme on disait, le savoir, c'est le pouvoir. Puis c'est précieux d'être capable de résumer pour les gens qui sont pressés ou qui n'ont pas la chance de s'asseoir 2 heures pour réfléchir à tout ça. Je pense que ça serait une contribution précieuse. Vraiment. Et le webinaire va rester en ligne, donc vous pourrez le re-regarder ou pas, ou en tout cas, il est accessible et on va essayer de le laisser accessible longtemps en fonction de ce que Facebook sera d'accord de nous offrir. Voilà. À la semaine prochaine, alors Geoffroy, et à la semaine prochaine à vous autres. Et voilà. Belle fin de semaine. Salut. Bye.